évidemment, quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qui le concerne directement. Certes, dans la situation bouleversée d'aujourd'hui, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Il le fait. C'est aussi d'aider à la remise en marche en prenant les contacts qui pourraient la faciliter. Il y est prêt. Voilà pour l'immédiat. Mais ensuite, il y a sans nul doute des structures à modifier. Autrement dit, il y a à réformer. Car dans l'immense transformation politique, économique, sociale que la France accomplit en notre temps, si beaucoup d'obstacles intérieurs et extérieurs ont déjà été franchis, d'autres s'opposent encore au progrès. De là des troubles profonds, avant tout dans la jeunesse, qui est soucieuse de son propre rôle et que l'avenir inquiète trop souvent. C'est pourquoi la crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation, ainsi qu'au rôle et à l'emploi des jeunes, a déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre, d'abandon ou d'arrêt du travail. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Durant la nuit, des milliers d'étudiants collaient des affiches du mouvement dans les tunnels du métro, dans les quartiers de banlieue et autour des usines. La plus célèbre d'entre elles était une caricature de De Gaulle avec la légende « La Chienlit, c'est lui ». Il s'agissait d'une réponse directe à ce que De Gaulle avait dit au début des premières agitations universitaires, les réformes, oui, la mascarade, non, en utilisant ce mot du vieux français. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Ok. Alors, je vais peut-être le montrer. Donc il s'agit d'une bande dessinée, ça se voit pas forcément sur la couverture, qui est intitulée Mai 68, histoire d'un printemps, avec des dessins en micromie ravissante d'Alexandre. Alors, l'idée en fait de cette bande dessinée, c'est vraiment un récit historique des événements de mai 68, avec un peu de fiction puisqu'on a utilisé en fait l'entremise, on va dire, de narrateurs fictifs, qui sont des narrateurs présents dans les différents endroits où les événements se sont déroulés. Et donc on aborde dans le livre l'ensemble des événements de ce mois de mai, c'est-à-dire à la fois les trois types de crises ou de révoltes qui ont eu lieu, la révolte étudiante, qui est celle dont on se souvient le plus, la révolte de la jeunesse,
mais également la crise sociale, donc avec un mouvement de grève qui a été... voilà, on s'en souvient aussi, mais je pense dans l'imagerie, on est très focalisé quartier latin, étudiant. Or, il y a eu quand même un mouvement de grève d'une ampleur exceptionnelle qui a complètement paralysé la France à l'époque, avec 7 à 10 millions de grévistes, beaucoup d'usines et de bureaux occupés. Donc le pays complètement paralysé pendant quelques semaines. Et puis tout ça a conduit à une crise politique très importante aussi, puisque le pouvoir gaulliste a vraiment vacillé, et on a pu penser à un moment donné que le général de Gaulle allait se retirer. Donc voilà, on fait le récit dans ce livre en différents chapitres des événements, et puis on aborde les différents éléments de compréhension, donc notamment les différents groupuscules gauchistes qui étaient moteurs dans le mouvement, et puis aussi l'héritage de façon synthétique, parce que ça fait une centaine de pages, tout ce qui peut découler de mai 68. Voilà. Alexandre ? Non, t'as tout dit. Moi, je suis le dessinateur. Donc, comme le disait Arnaud, j'ai fait une bichromie parce que je trouvais que c'était marrant d'avoir les deux seules couleurs rouge et bleu qui mélangeaient fond du noir. Donc, on avait comme ça un petit peu une esthétique toute prête. Ça permettait aussi de reprendre parfois les affiches des Beaux-Arts, qui sont quand même les images les plus emblématiques du mouvement, et puis qui sont restées, qui sont passées vraiment dans la culture populaire. Voilà pour la forme, et puis pour le fond, Arnaud a tout dit. On ne parle pas de mai 68 au niveau européen, alors je crois que dans pas mal de pays européens, il y a eu aussi des mouvements assez importants. Et des mouvements étudiants dans le monde entier. Les États-Unis d'abord, contre le Vietnam, tous ces mouvements, l'Allemagne, Rudi Dutschke, il y a eu quand même beaucoup de mouvements avant, en Europe en même temps. En Belgique même, il paraît. En Belgique. En Italie, au Japon, ça a été très particulièrement violent. Chaud. Très chaud au Japon. Alors pour mai 68 en France, on dit toujours qu'il n'y a pas eu de mort pendant le mois de mai dans les échauffourées. Il y en a eu Il y a eu un ou deux en juin, et il y a juste eu 600 morts sur les routes quand on a ouvert les stations d'essence à la fin du mois, et le dernier week-end. Oui, mais il y a eu 2 morts importants. Au mois de juin. Oui, Gilles Toutain et Pierrot Vernet. Et il y a eu 2 morts à Sochaux, à l'usine. Oui, au Vernet c'est un peu plus tard. Et un commissaire de police aussi qui a été tué pendant les... Je ne connais pas. À Lyon. Moi la police, je ne connais pas. Mais effectivement, par rapport à la violence de certains affrontements, finalement le bilan humain, entre guillemets, est assez faible. Et c'est notamment dû au fait que le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, était, malgré les violences réelles qui ont eu lieu, a eu à cœur d'essayer de contenir les choses, et a parfois d'ailleurs pas tout à fait respecté les consignes qui venaient de sa hiérarchie pour essayer de limiter les dégâts, entre guillemets. Donc, quand De Gaulle va voir Massu à Baden-Baden, c'est pas passé. Si ça s'était envenimé, bon. Pour beaucoup d'historiens, en fait, c'était surtout une manœuvre pour faire peur aux Français, pour donner l'impression que qu'ils quittaient le pouvoir, que du coup il n'y avait plus personne à la tête du pays. Et ça a fonctionné en fait, puisque le lendemain il a repris la main, il y a eu la manifestation sur les Champs-Élysées, et ceci étant, 1 an plus tard il est parti. Donc réellement il y avait une bascule qui se faisait à ce moment-là. Parce que, quelle est votre interprétation de la Je pense que je veux dire, au bout d'un moment, si on change vraiment une prise de pouvoir, un changement du régime de propriété et destruction de l'appareil d'État bourgeois, dans le léninisme, a priori, ce sont des réquisites pour qu'on puisse parler de révolution, donc de ce point de vue, en 68, on ne peut pas en parler. Effectivement, aucun État bourgeois se laisse faire. Aucun. Même fût celui de Gaulle, malgré ses aspects sympathiques par ailleurs, anti-atlantistes, etc., que je nie pas, je ne fais pas de l'antigaullisme systématique. Mais ce que je veux dire, je pense que quand il va voir Massu, qui est quand même le responsable de la bataille d'Alger, c'est pas n'importe quoi. Dans l'état d'incertitude où se trouvait la nation, vous vous rappelez, on disait qu'elle s'ennuyait. Ah oui, ça je me souviens. En dépit, et peut-être à cause, des progrès immenses qui ont été accomplis depuis 10 ans
de la paix qui est complètement rétablie et d'une situation internationale incomparable, eh bien, en effet, une explosion s'est produite. Et elle s'est produite, bien sûr, dans le milieu où ça devait se produire, c'est-à-dire dans le milieu universitaire. Alors là, cette explosion a été provoquée par quelques groupes qui se révoltent contre la société moderne, contre la société de consommation, contre la société mécanique, qu'elle soit communiste à l'Est ou qu'elle soit capitaliste à l'Ouest. Des groupes qui ne savent pas du tout d'ailleurs par quoi ils la remplaceraient, mais qui se délectent de négation, de destruction, de violence, d'anarchie, qui arborent le drapeau noir. Par contagion, à partir de là, il s'est produit la même chose dans certaines usines, et naturellement là aussi, parmi les jeunes. Mais alors, l'entreprise communiste totalitaire, inquiète et furieuse à Paris, comme dans d'autres conditions elle l'est à Moscou et ailleurs, inquiète et furieuse de voir cette fraction révolutionnaire se dresser en dehors d'elle et contre elle, a décidé tout à coup de noyer le tout dans la grève généralisée, en utilisant des piquets et des équipes préparées de longue main en conséquence. Et ça a été la paralysie ruineuse du pays. De cette paralysie, l'entreprise totalitaire dont je parle a successivement voulu tirer deux avantages. Le premier, c'était de ressaisir le monopole de la revendication et d'obtenir ce qu'elle a obtenu, une amélioration apparente de la rémunération des ouvriers, des enseignants, etc., dont ensuite elle se vanterait vis-à-vis des travailleurs. Je dis une amélioration apparente, parce que les chiffres d'augmentation de salaire, ça ne signifie absolument rien si l'économie et les finances françaises ne peuvent pas les supporter, à moins de recourir à l'inflation, qui coûte plus cher à chacun que ce qui lui est accordé. Et en outre, ce qui a été alloué, 10, 12%, 13%, c'est ce qui, de toute façon, aurait été obtenu en 68 et en 69 dans une situation économique et monétaire favorable, et que tout annonçait favorable, mais sans mettre en péril la compétitivité de la France au point de vue international. Et le deuxième avantage qu'ensuite l'entreprise totalitaire a voulu obtenir, et pour lequel elle a déclenché à ce moment-là de vastes manifestations de rue pour mettre en condition de crainte et de résignation la population tout entière. Cet avantage, c'était d'obtenir que la République abdique dans la personne de son président, et ainsi d'accéder au pouvoir avec quelques transitions et quelques figurants. Et il faut bien dire que la stupeur passive de l'opinion et la conjuration des complicités ont été telles qu'on s'est demandé à un certain moment si notre pays n'allait pas, sans réagir, glisser au néant. Vous savez, comme dans la légende allemande, où l'enfant, au bras de son père, s'abandonne au roi des aulnes
et à la mort. En résumé, tu as expliqué ce qu'était l'ouvrage. C'est en gros une BD historique qui raconte dans une large mesure de vulgarisation d'éducation populaire, en tout cas accessible à tous. Et en résumé, qu'est-ce qui s'est passé en mai 68, en rappelant, et c'est une des raisons pour lesquelles à l'origine j'étais content de te recevoir dans l'édition précédente de votre BD, au-delà de l'image d'Épinal qui a été transmise pour des raisons d'hégémonie idéologique qui s'est d'ailleurs instaurée à l'époque, mai 68, pour ceux qui l'ont vécu, il y en a au moins 2 ici, Nicole et moi, c'était d'abord et surtout le plus gros mouvement social, la plus grande grève, un blocage sans précédent de l'histoire de France. Et c'est d'abord ça qui a été vécu par l'essentiel des gens, ce qu'ils ont ressenti où qu'ils soient, les Parisiens, les gauchistes, les fils de grands bourgeois en province qui se trouvaient au Festival de Cannes au moment où Godard et Truffaut, ça c'est moi, retiennent le rideau. Eh bien, ce qu'on va tous unanimement, si on nous demande ce qui se passe en 68, c'est d'abord et avant tout ça. De manière épiphénoménale et spectaculaire, bien sûr, et culturelle. C'est ce qu'on a appelé les événements bruyants et spectaculaires du quartier latin et les contestataires, qui eux-mêmes faisaient suite à toutes sortes de choses qui s'étaient passées avant, dont on va sans doute parler Nicole, et surtout à des choses qui vont se passer après. Mais ce qui est occulté, et qui est en revanche pas du tout occulté dans votre travail, dans votre livre, c'est l'aspect non pas sociétal, qui n'est pas éludé, mais social, qui est central, parce que c'est ça qui a occasionné les bouleversements politiques les plus importants, et avec des conséquences concrètes aujourd'hui, puisque pour résumer, j'arrête là mon esquisse d'interprétation, l'essentiel, une bonne partie des droits sociaux qui sont en train d'être perdus et que les gens essayent vainement de défendre aujourd'hui ont été acquis pour l'essentiel dans la période qui a précédé, c'est-à-dire l'immédiate après-guerre. Je ne parle pas évidemment des conquêtes du Front populaire, donc 45-46, et 68, les accords de Grenelle. Les accords de Grenelle qui ont été refusés par les ouvriers qui étaient en grève. Voilà. Quand la CGT s'est pointée chez Renault ou autre, les mecs ont continué à occuper. Ils n'ont même pas essayé de prononcer, il y a un accord de Grenelle qui se passait. Enfin, ils ont refusé. Oui, en partie. En partie. Ça a quand même eu lieu, ça a quand même mis un terme au mouvement social, pour l'essentiel. Bon, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que nous avons parlé pendant 13 heures, ce qui représente par conséquent la preuve que beaucoup de questions ont été abordées, que les discussions ont été approfondies et que d'où vous pouvez conclure qu'elles n'ont pas reculé, mais qu'elles ont, je crois pouvoir l'affirmer, progressé. Bien entendu, la séance est suspendue et nous nous retrouvons demain, ou plutôt aujourd'hui, après-midi, ici même. Je vous remercie. Monsieur Segui, il est 4h moins 10, la première phase de négociation est terminée, où en est-on? Nous avons abordé la plupart des questions qui étaient posées par les organisations syndicales, mais rien n'est conclu. Beaucoup de choses restent en suspens et nous allons réfléchir les uns et les autres de notre côté en vue de reprendre la séance cet après-midi à 17h ici. Monsieur le secrétaire général de Force ouvrière, comment s'est passée cette réunion? Et je vous invite à réagir à au témoignage de Nicole, puisque Robert n'est pas présent, mais justement puisqu'il n'est pas présent, tu peux peut-être rappeler qui étaient Robert et Nicole Linard, accessoirement aussi Béni Lévy, et donc ce qu'était la gauche prolétarienne, en témoignant justement de la manière non seulement dont tu vas vivre les événements dont il est question là, mais également ce qui les précède et ce qui va les suivre immédiatement. Un résumé. Je ne vais pas raconter ma vie. Oui, un résumé. Parce que ça serait vraiment trop long. Non, mais un résumé qui aurait pu tenir une page de la BD, qui rajouteront peut-être pour une prochaine édition. J'étais militante avant les mouvements gauchistes. Déjà,
je faisais partie de l'UEC avec une tendance... Alors l'UEC, c'est pour ceux qui ne savent pas... Union des étudiants voilà. communistes. Et il y avait plein de tendances à l'UEC. Moi, je faisais partie déjà des pro-Mao, je ne sais pas pourquoi, il y en avait... Ils étaient minoritaires, donc je me suis mis là-dedans. Enfin bref, il y avait ça, il y avait les mouvements antifascistes et pour la fin de la guerre d'Algérie auquel j'ai participé. Et puis ensuite, un congrès de l'UEC, j'ai rencontré Robert Linhart. Alors eux, la bande, c'était Rancière, Milner, Miller, voilà, c'était la bande d'Althusser. Ils descendent, on descend, ils descendaient d'Ulm. Et ils ont fait... non, Normal Sup, pour ceux qui ne font pas le rapprochement. Sup, avec le professeur principal de philo qui les a beaucoup influencés, c'est Louis Althusser, bien sûr. Et donc, on écoutait Robert Linhart, et moi dans la salle, et on se disait, mais de quoi il parle? Enfin, c'était le marxisme-léninisme, c'était très théorique, très beau, très beau. Moi, je trouvais ça très beau. Je ne comprenais pas tout ce qu'il racontait, mais brillantissime. Robert a marqué les mémoires pour ceux qui l'ont connu comme quelqu'un de brillantissime. Il a pu faire pas mal de choses comme ça. Et donc, moi, j'ai été fascinée. D'autres se demandaient ce qui c'était. Et bon, je passe et donc, finalement, j'ai vécu, enfin, je me suis mariée avec Robert. Et oui, parce qu'on avait une petite fille, on a eu un bébé entre autres, donc, en 66. Il n'y avait pas beaucoup de gauchistes qui avaient des bébés à cette époque-là. Surtout que j'étais très jeune. Bon, et donc, on a d'abord fait un journal qui s'appelait... Alors, oui, Robert au début voulait un peu manipuler l'UEC pour prendre des gens de l'UEC pour former une autre organisation. Et en fait, il a été expulsé par le PC. Alors cette fois-ci, le PC a repris en main l'UEC et l'a expulsé. Donc il a fait un groupe qui s'appelait l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes, marxistes, léninistes. L'UJCML, qui était le premier mouvement qu'on a formé. Et l'UJCML, donc, était très imprégné de la pensée, pas de Mao, mais d'Althusser surtout. Et c'était assez théorique, il faut dire, tout ce qu'on faisait. Dans l'ordre du militantisme, c'était plutôt tourné. Là encore, on a fait des comités de quartier contre la guerre, les Américains, la guerre du Vietnam. Et là, on a fait les premiers comités de quartier. Mais au niveau militantisme, c'était à peu près tout. Et puis en 67, là je vais assez vite, oui, en 67, on te posera des questions après. On a fait un groupe de travail où des gens, des militants comme moi, on allait un peu partout en France pour travailler, recueillir en principe les paroles des masses, enfin bon, c'était un peu compliqué, et puis théoriser un certain nombre de concepts. Moi, je me souviens qu'on m'avait filé la rente foncière de Marx à mettre sur et donc, moi, j'étais à Sardan. Sardan, c'est un petit bled, c'est assez amusant parce que un des militants qui a beaucoup milité avec nous, c'était Olivier de Sardan. Le village avait son nom. Et Olivier de Sardan, quand il s'est établi c'était à Renault, oui. Il s'est établi à Renault, il n'a pas dit qu'il s'appelait de quelque chose, bien sûr. Hein, c'était comme Choiseul-Pralin, il n'a pas dit qu'il s'appelait descendance de Louis XV, il n'a pas pu dire non plus le de ou de qui il descendait. Donc, j'étais là dans le sud, et j'entends parler qu'il y avait une grève à Périer, qui était juste à côté, l'usine Périer. Et ils distribuaient des tracts sur la plage. J'ai foncé, il y avait des tracts, grève générale, à Périer, patati patata. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir le mec qui s'appelle Jean Domas. Il s'appelle toujours, j'espère.
Et donc j'ai été le voir et je lui ai dit, voilà, militante, servir le peuple. Ah oui, on avait un journal qui s'appelait Servir le peuple à cette époque-là. Et alors, je lui ai dit, nous, si vous me racontez, on peut faire quelque chose dans notre journal. Bravo, bravo, me dit-il. Il était à la CGT, mais il me dit, les 800 ouvriers qui sont là sont à la CGT. Bon, moi je dis les 800 ouvriers en grève. En grève, ils étaient en grève. Et donc, vite, j'envoie ça à Paris, j'ai le journal, Servir le peuple. Il me dit, tu en commandes 800 exemplaires pour nous, déjà. Je retourne voir et je lui dis, il n'y avait pas encore Mao comme la cause du peuple et tout ça, mais bon, il fallait quand même que je lui dise qu'on était contre le PC, la CGT. Oui, il y a un point quand même important qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la scission, entre autres, UJCML, PC, etc., et les raisons pour lesquelles Robert et d'autres étaient en très mauvais rapport avec le PCF, c'était le conflit entre la Chine et l'Union soviétique à l'époque. Hein. Donc il y avait, c'était ça qui, les tenants du maoïsme s'opposaient à la ligne générale du PCF, parce que le PCF, lui, était toujours resté rigoureusement sur la ligne soviétique russe. Oui. Tu as raison de mettre ça, parce que pendant que moi j'étais donc à Sardon... Mais c'était l'époque de la révolution culturelle, voilà, pardonne-moi, qui avait un gros impact essentiellement sur les intellectuels de la petite bourgeoisie, comme vient de le raconter Nicole. D'ailleurs, Robert, plus, avec qui il était Christian Jambet, enfin un certain nombre, ils étaient 5 du bureau national de l'UJCML, avaient été invités en Chine. Et donc c'était pendant la révolution culturelle. Avait été reçu, pas par Mao, mais enfin ils étaient restés quand même. J'étais fascinée quand ils sont, surtout Robert, quand il est rentré de. Donc on avait quand même un poids pour que les Chinois nous invitent là-bas. Bon, je reviens à mon usine Perrier et donc. Je vais voir Jean avec mes journaux et je lui dis, je t'ai caché, enfin bon, quelque chose, figure-toi qu'on n'est pas vraiment dans la ligne de la CGT et tout ça. Il me dit, c'est pas grave, moi je suis pro-albanais. J'étais assez... Les Albanais qui étaient pro-chinois à l'époque. À cette époque. Il faut dire que j'étais assez surprise. Je dis, ah bon, bah, écoute, ça tombe bien, parce que la Chine, bah, ils sont copains avec les Albanais. Ah oui, oui, mais c'est génial, patati patata. Et on a eu des discussions comme ça ensuite. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit ce qui serait bien si des intellectuels comme toi, petit intellectuel, venez travailler pour continuer le boulot, les discussions qu'on a eues, venez travailler avec nous en usine, en se présentant comme ouvrier, bien sûr. Et donc, pouf, 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 là, ça a tourné dans ma tête, et c'est là, je l'ai nommé ensuite dans les écrits l'usine numéro 1, et pour moi est né ici, à Vergès, donc en 67, l'établissement, l'idée de l'établissement. Et quand Robert est rentré de Chine, je lui ai parlé tout de suite de ça, en disant ce qu'il faut maintenant, on arrête nos fiches, machin, truc, et ce qu'il faut, c'est lancer un mouvement pour aller s'établir dans les usines, pas comme les trotskistes, hein. Attention, c'était pas pour faire de l'entrisme dans la CGT et tout ça. En gros, c'était pour faire une agitation et ensuite que les ouvriers la reprennent. Hein. Donc, lui a tout de suite été pour. On rentre à Paris, il y avait une assemblée générale où il y avait Benny Lévy, bien sûr, avec son groupe qui venait de Normandie ou je sais pas quoi. Et c'était une réunion de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il y en a un ou deux groupes qui prennent la parole et Robert dit tout de suite Nicole va vous dire quelque chose. Bon, et donc je propose ça. Benny s'y oppose résolument. Ils disent qu'est-ce que c'est que cette idée bon, je ne me souviens plus les termes. On parlera de Benny Lévy tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. C'est intéressant d'expliquer qui fut Benny Lévy. Oui, mais c'est lui qui fut le fondateur de l'UJCML. Hein.
Bon, enfin bref, Benny Lévy, lui, était beaucoup plus dans le théorique, etc. Soulignons d'ailleurs qu'il ne s'est jamais établi, qu'il n'a jamais été à une manif. Bon, il a été dirigeant après Robert. Robert est intervenu, pouf, et donc l'établissement a été décidé. J'étais la première établie, en fait, en décembre 67 et début 68, chez Géo, une usine de charcuterie au Kremlin-Bicêtre. Vraiment OS, hein. OS, femmes, immigrées. Il y avait 30% de renouvellement. Donc j'étais embauchée pas facilement, parce que je suis toute petite, je suis pas forte. Et ils voulaient pour les chaînes ou pour le boulot. Je dis que j'étais une fille d'épicier, que je portais des kilos de trucs. Bon, elle est finie par être embauchée. Et donc, ça c'était... Et donc, j'ai commencé mon agitation par des petits groupes. Moi, j'étais surtout avec des femmes et des immigrés, dans ce qu'on appelait le sous-sol. On avait des caddies, enfin, je ne peux pas assez raconter dans les bouquins. Et donc j'ai fait une petite action pour démontrer que les primes ne valaient rien du tout dans cette usine, qu'on nous faisait courir pour avoir des primes supplémentaires, et qui nous faisait courir et qui ne nous rapportait rien, en faisant quelques calculs très simples. J'avais été repérée, profitant que je m'étais fait une entorse, je ne sais pas quoi, un tour de rein, on m'a vidé de cette usine. J'y suis revenue et j'ai surtout introduit un nouveau copain à moi. Et lui a été, curieusement, pourtant il était tout petit et tout, comme il s'appelait André ou je sais pas quoi, et il a été embauché chez les bouchers, parce que à Géo, il y avait tout. On allait de la viande, les bouchers, aux conserves, hein. Il y avait de tout le circuit. Et on distribuait des tracts avec la tête des contremaîtres déguisés en cochon et le nom, enfin tout le monde reconnaissait la chose. Ça avait beaucoup de succès. Et je fais juste un mot, curieusement on n'en a jamais parlé, mais lors des occupations d'usines, à côté des grandes usines, Géo était curieusement une des premières usines comme ça d'OS à occuper. Ça, c'est pas du tout sûr. Bon, bref. Alors, vite, je me dépêche. Donc, je cherche un nouveau boulot d'établissement. Et je trouve c'est par les NMPP, en fait, la CGT du Livre, mais qui était noyautée par des groupes un peu plus gauchistes, qui me font... en fait, c'est la CGT qui m'a embauché au NMPP. C'est les presses, vous connaissez. Hein. C'est les messageries qui distribuaient la presse. Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais en gros, le boulot consistait à emballer les paquets de journaux. Voilà, c'est ça, les paquets de journaux. Et qui étaient ensuite livrés. Ça s'appelle Prestalisme. Juste un mot quand même, je te laisse finir ce témoignage. J'aurai des questions à te poser après pour respecter une espèce de cohérence dans la soirée. Je voudrais juste que tu précises, à l'époque, tu étais étudiante en pharmacie. J'avais mon diplôme. Voilà. Tu avais ton diplôme de pharmacie. D'ailleurs, quand ils m'ont visé de Géo, ils m'ont dit « Ah, Nicole Linhart, vous nous avez raconté des histoires, vous êtes diplômée, vous vivez dans un bel appartement, du 13e, vous avez... » Bon, bref. Et ce qui n'était pas faux. Ce qui était vrai, tout à fait vrai. Mais on était tous, quand on s'établissait, on racontait tous des histoires. On n'allait pas dire « je suis le fils de... » Oui, mais c'était pour... Là, je pense que tout le monde l'aura compris, et c'est évidemment pour ça que j'ai sollicité le témoignage de Nicole, c'était pour la bonne cause. La bonne cause du peuple, notamment, mais sans mauvais jeu de mots. Mais c'est parce qu'on va parler d'une autre forme des autres courants gauchistes, y compris d'ailleurs à l'intérieur, tout à l'heure, de la gauche prolétarienne, qui était beaucoup moins spontanément honnête et candidement bienveillant. Il y en a eu, peut-être. Je te rends la parole. Pardon. Non, mais tu veux que je... non. Non, alors, mais, le voilà, mouvement... termine en gros l'histoire de la GP, quoi. Voilà, le mouvement... Ah oui, non, mais quand même, le mouvement de 68, un mot sur repère, a débuté, vous connaissez tous.
Et puis, moi, je voyais dans mon... Avant qu'ils se mettent en grève, les NMPP, je voyais les ouvriers passionnés qui allaient aux manifs, qui revenaient avec des bandages. Voilà. Et quand Robert a dit que c'était un mouvement petit bourgeois, simplement les étudiants, j'étais intervenue, c'est ce que vous racontez dans le livre, j'étais intervenue, et il avait mis l'étudiant là qui écoutait Robert. Je lui ai dit non Robert, c'est pas ça, moi je travaille avec des ouvriers, d'abord ils lisent les journaux encore plus que toi, et puis ils vont aux manifs, ils se battent, ils lancent des pavés comme tout le monde. Et il m'a dit dehors. Dehors. Donc il y a eu beaucoup de choses. Il y avait le mouvement du 22 mars. J'ai un copain qui est un des fondateurs du 22 mars. Ah, qui est venu. Non. Un des grands participants, Georges, quand même. Georges Goldman. Et bon, et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, Robert est tombé, il était maniaco-dépressif, et il a fait une crise maniaque due certainement à l'engouement. Enfin, je veux dire, vous voyez un peu, on sortait de situations où il ne se passait rien, ni au niveau social, ni étudiant, ça ronronnait. Vous vous souvenez ce que Méry avait dit dans Le Monde, la France s'ennuie. Et certainement les jeunes comme nous, on s'ennuyait. Et ça a dû peser beaucoup de choses sur lui, et il est devenu très délirant, à tel point qu'à la fin, on ne rentre pas dans les détails, il n'a pas vu mai 68 parce qu'il a été en maison de repos, comme on dit. Oui, alors il est important là pour raccorder avec des figures historiques encore plus notoires que Robert, de rappeler qu'il n'était pas seul à Sainte-Anne, sous lithium. Il avait un compère qui d'ailleurs l'avait précédé dans la névrose, et qui était encore beaucoup plus atteint et carrément psychopathe que lui, qui était tout simplement Althusser. Oui. On peut peut-être évoquer un petit peu brièvement les rapports de Robert avec Althusser, pas seulement les rapports de fréquentation commune des établissements psychiatriques, mais peut-être plus la genèse. Ils ont passé que tous les deux mai 68 à Sainte-Anne, quand même, faut le savoir. Non, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, d'ailleurs, j'étais fascinée. J'assistais à tous les séminaires à Ulm, d'Althusser, de Lacan, puisqu'il avait portes ouvertes par Althusser. Et c'est vrai qu'il était très présent. Moi, j'adorais. Excusez-moi, c'est personnel. Et son élève préféré, c'était Robert. Clair et net, Robert. Sinon, il y avait Macheret, Rancière, enfin tous la bande gens, des quatre. La bande des quatre qui ont fait aussi... Enfin, Macheret ne fait pas partie des quatre de lire le Capital. Oui. Donc c'était ça, nos rapports avec Althusser. Enfin bon, on avait des rapports personnels en plus. Et Althusser a quand même mal fini, enfin surtout sa femme, puisqu'il l'a étranglée quand même, Hélène. Oui. Donc ça c'était pour situer un petit peu le... Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose qui te paraissait important comme témoignage? Moi je vais rajouter juste un très bref témoignage et après je vais poser des petites questions. Ça va être assez vite, après on parlera plus. Comment s'est passée la gauche, comment est née la gauche prolétarienne? C'est que là encore, alors il y avait reprise par De Gaulle, c'était fini. Mais il y a eu de nouveau des groupes qui allaient essayer de voir ce qui s'était passé en province. Bon, on est rentré à Paris, il y a eu une réunion de bilan, où il y avait Robert, mais qui disait strictement rien. Et là, il y avait eu une révolte contre la direction, c'est-à-dire Robert Leinart, Benny Lévy, enfin... Il y a eu une révolte de tous les membres de l'UJCML, on peut dire que pratiquement tout le monde nous est tombé dessus, à bras raccourcis. J'en ai giflé une d'ailleurs au passage, tellement c'était assez dur. Ça a donné naissance à VLR, entre autres au PCMLF. Il existait peut-être avant, mais il y a eu un groupe. Avant, oui, mais ils ont rejoint, enfin il y a eu... Et tout le monde s'est barré comme ça. Et alors, Robert n'étant pas là, c'est Benny Lévy qui a pris la direction et qui a fondé, lui, la gauche prolétarienne.
nous ont rejoints, et après je laisse, nous ont rejoint Serge Julie, Herta, la bande des rescapés du 22 mars, hein, Georges. Ils étaient au 22 mars, ou non, hein? c'est pas des rescapés. Quoi, ben, c'était des gens qui venaient du 22 mars et qui ont rejoint les Maoris. Jesmar, il est venu Julie. Jesmar, Julie, oui, c'est ça. Enfin, parce qu'ils avaient sorti le livre vers la guerre ah oui, civile. vers la guerre civile en France. Ouais. C'est ça, ils avaient sorti ce bouquin vers la guerre civile en France. Donc ils ont rejoint la gauche prolétarienne. Ouais. Et donc il y a eu ce petit groupe, bon mais c'était bien déjà, parce qu'au départ on était quand même... Et puis il y avait le groupe des lycéens. Alors ça c'était très important, il y avait eu un mouvement très fort dans les lycées, et on avait des lycéens quasiment staliniens, c'était vraiment... et très compétents, dont Christian Jambet, dont j'ai parlé. Et voilà comment est né. Alors, un dernier point, c'est que autant... Il y en a un sur lequel tu t'es interrogé après. Oui, c'est l'établissement, parce que Béni Lévy a relancé l'idée de l'établissement, entre autres, après les actions et tout ça. Autant Robert et moi, notre idée, c'était aller dans les usines pour faire de l'agitation, hein, c'était clair et net, et pas rester... C'était les voies de la convergence à l'époque. Oui, hein. oui, c'est ça. Autant c'était pas le Béni Lévy, c'était pas ça. C'était la transformation idéologique des petits bourgeois qui devaient tous aller en usine. Moi j'ai vu dans les réunions où ils disaient pourquoi toi tu y vas pas, pourquoi toi tu y vas pas. Enfin, alors qu'il fallait quand même le pour décider. Devenir des travailleurs, des oui, pour prolétaires. devenir et prolétariser les petits bourgeois. Les petits bourgeois. Donc c'était un changement auquel je me suis opposée, bien sûr, depuis le début. Voilà. Alors je voulais... on reviendra sur tout ça peut-être au fil de la discussion du débat. Je voulais citer deux noms quand même. Un qui a un rapport direct, tu vas tout de suite l'identifier avec la fin de la GP. On va même prétendre à l'époque la fin du gauchisme. C'est Pierre Auverney. Ouais. Un autre, beaucoup moins connu, qui est Marc Lanvin. Alors je sais pas si toi tu le connais, ça ne m'étonne pas. La plupart du temps, les gens ont beaucoup entendu parler de Pierre Auverney, très peu de Marc Lanvin. Donc, sur Pierre Auverney, oui. Et son rapport à la GP, ce que tu peux en dire, il y a toutes sortes de... En résumé, ton point de vue. Ah non, ça c'est dur. Vous connaissez quand même l'histoire de Pierre Auverney. On peut rappeler brièvement. Il y a eu un établissement des Mao assez important à Renault. Et c'est bien ça, c'était à Renault que ça s'est passé. Oui. Excusez-moi, je perds ma mémoire avec tout ça. Bien Et donc, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une distribution de tracts à mal tourner. Bon, je vais prendre la parole derrière, mais j'évoque la fiche wiki, donc vous voyez, c'est le minimum syndical. Comment dire, il faut que j'apprenne par le début quand même. Voilà. Circonstance. Peu après son licenciement par Renault, Pierre Auverney participe à une action de la gauche prolétarienne à la sortie de l'usine de Billancourt, incitant les ouvriers à commémorer l'affaire de la station de métro Charonne. On ne va pas épiloguer là-dessus, de février 62. Dans un contexte de violence et de tension, il est... Alors ça c'est 72, hein, donc c'est 4 ans après. Mais si on cite volontiers Auverney, c'est pour ça que je le convoque, parce que, puisqu'il relevait de la gauche prolétarienne, parce qu'on considère que Auverney, surtout son enterrement, c'est en même temps l'enterrement du gauchisme. Et on va dire, soi-disant, de l'esprit 68 art. Donc, dans un contexte de violence et de tension, il est abattu par Jean-Antoine Tramoni, agent de sécurité de Renault, le 25 février 72, devant les grilles de l'avenue Émile Zola, alors qu'il cherchait à entrer dans l'usine avec un groupe de militants. L'événement eut lieu en présence de plusieurs personnes venues accompagner les maoïstes dans leurs opérations, dont le journaliste Claude-François Julien du Nouvel Obs, Christophe Chimel, photographe de l'APL, l'agence de presse Libération, que j'ai connue, qui prend des photographies, dont celle du meurtre. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Donc, il y a toutes sortes de commentaires qui ont été faits sur Pierre Auverney, etc. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'enterrement de Pierre Auverney, auquel j'ai assisté par un concours de circonstances, je ne vais pas... tout à fait fortuit, c'était un grand événement puisqu'on avait les grandes figures de l'époque qui étaient présentes, surtout Sartre. C'est la seule fois où j'ai vu Sartre
comme je vous vois, près du cercueil, etc. Dans la foule, Michel Foucault et à peu près tout le monde, on va dire. Voilà le contexte. Oui. Je te rends la parole. Pour un certain nombre de gens, dont moi, j'ai été complètement révoltée par ce type de violence. On avait fait des actions violentes avant, mais rien ne s'était terminé dans un drame comme ça. Au contraire, on pourrait discuter, on n'est pas les Italiens, les Brigades Rouges ou autre chose. Oui, c'était pas les années de plomb en France. C'était pas... Et donc, nos actions n'ont jamais conduit à des choses pareilles. Et moi, ça a suffi pour moi, avec un autre événement, avant que personne ne cite. J'avais un ami qui habitait à côté de chez moi, Nicolas Boult, que des gens connaissent. Il avait participé à un magazine qui s'appelait L'Action. Il était prêtre ouvrier et il avait fait des trucs individuellement, mais il s'était embauché à Renault. Et il était dans le groupe des gens de Renault, avec des ouvriers qui avaient adhéré aussi à ce groupe, comme Pierre Auvernais. Et il avait... lui, il était contre la violence, tout ça était organisé par les Mao de l'usine. Il était contre, il avait subi une séance de critique. Bref, il s'est suicidé à la suite quand même de tout ça. Bon, pour moi, ça faisait trop, et entre Auvernais et mon copain Nicolas, et donc j'ai été à une réunion où il y avait Béni Lévy, et puis on avait toute une série d'intellectuels autres encore, qui étaient tous, ça s'appelait le Secours Rouge d'ailleurs, et là j'ai dit que je partais, que j'étais absolument défavorable à tout ça, que Béni était un planqué, enfin je sais pas quoi. J'étais très remontée, et voilà, et je crois pas être la seule dans cette histoire à être partie à ce moment-là, et en ayant critiqué... Alors, je vais rendre la parole avant Aymeric. Vas-y, tu veux dire quelque chose, vas-y. Oui, non, parce que justement par rapport à la violence et tout ça, c'est que Pierre Auvernais a été assassiné et Tramoni, son tueur, a été assassiné. Je vais en parler après. Je vais en parler après. Parce que après, c'est... Non, c'est pour dire qu'il y a il y a une partie de la gauche prolétarienne qui était militarisée. Oui, on va parler, il y a Action Directe, il y a tout ça, je vais en parler très brièvement, hein, parce que là je voudrais surtout rendre la parole à nos deux auteurs, parce que ils ne découvrent pas ça, je pense quand même. Évidemment, tous les détails que donne Nicole, bon, elle les a pas souvent racontés, je crois, mais il faut voir que leur ouvrage, leur livre, évidemment, la floraison, la diversité, la multiplicité, l'effervescence qu'il y a eu à cette époque-là, rend difficile de restituer de manière synthétique la période, les événements. Mais pourtant, c'est ce que fait leur livre, eux qui n'ont pas vécu la période ni rien, malgré tout. Je pense qu'ils sont pas complètement surpris, bouleversés par tout ce qui est raconté. Et donc, avant de faire un commentaire sur Marc Lanvin, je voulais leur demander si ça leur inspirait quelque chose par rapport à ce qu'ils ont, à leur travail dans la conception du livre. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment au fait que Robert Linhart à l'époque a très mal vécu ce qui se passait. Il était malade. Effectivement, enfin, il y a eu un mouvement social de très grande ampleur, mais c'est vrai que le mouvement étudiant a été l'étincelle d'une certaine façon qui a conduit à ça. Alors c'était peut-être un mouvement petit bourgeois, etc. Mais dans notre bouquin, on parle particulièrement de Nantes sur la crise sociale, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Paris en général, mais il s'est passé des choses dans toute la France. Et à Nantes, c'était particulièrement important. C'est une région qui a une forte culture prestataire, on va dire. Notamment, donc, l'usine Sud Aviation de Bougnay a été, je pense, une des premières occupées par les ouvriers. Il y avait un conflit social qui existait depuis déjà un certain temps. En fait, les ouvriers allaient voir leurs horaires réduits et donc leur salaire réduit. Ils demandaient la compensation de la réduction des horaires et ils ne l'obtenaient pas. Et le
13 mai, où il y a une grande manifestation dans toute la France avec l'ensemble des syndicats et des étudiants. Il y a des affrontements assez violents à Nantes. Et les étudiants qui se battaient pour un certain nombre de sujets, notamment en fait l'organisation étudiante majoritaire était très radicale et s'était vu couper les subventions par le conseil régional, suite à l'attaque de la préfecture et à des négociations, a obtenu le retour de sa subvention. Et à l'usine Sud Aviation, enfin, et je pense ailleurs dans d'autres usines, le raisonnement c'était en partie, ok, nous on se bat depuis longtemps, on n'obtient rien, il y a quelques gamins qui foutent la pagaille et on leur cède. Et là, ils décident d'occuper l'usine Sud Aviation, de retenir le directeur, et donc commence un très long mouvement qui s'est généralisé. Beaucoup d'usines, de bureaux ont été occupés. Et effectivement avec l'obtention de certaines choses dans le cadre des accords de Grenelle à l'issue. Donc, mais c'est vrai que du coup, je pense pour des militants qui voulaient se mettre au service du peuple, voir que les choses bougeaient à cause de quelques gamins, bon, pas forcément tous petits bourgeois, hein, mais... les enragés, disait-on à l'époque. Voilà, des intellectuels qui... je te coupe, juste une incise, il faut bien se rendre compte que le mot qu'on ne connaît plus, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, on ne parlait pas de révolutionnaire du tout. On parlait de contestataire. C'était la contestation. Bon, dans les milieux militants, PC, cégétistes, a fortiori extrême gauche, évidemment, le mot, c'était même une rhétorique révolutionnaire. Mais tel que c'était perçu dans l'opinion générale, etc., c'était des événements, c'était des contestataires et parmi eux des enragés. Je te rends la parole. Oui, donc voilà, du coup, cet enchaînement donc d'une crise étudiante, d'une révolte de la jeunesse qui se révolte contre une société un peu corsetée, alors que la jeunesse est en train de prendre une place importante, qui du coup entraîne ou favorise, ouvre la porte à un mouvement social d'une très grande ampleur. J'imagine effectivement que ça pouvait être très douloureux pour des gens qui, eux, considéraient que la révolte devait venir du peuple et que eux essayaient d'y contribuer et que finalement ça n'avait pas pris grâce à eux. En tout cas, ça avait pris par ce biais-là. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ah non, peut-être, mais les ouvriers, nous, qu'on a rencontrés ensuite, étaient très favorables au mouvement étudiant. Oui. Enfin, moi, j'ai eu des groupes ensuite, quand j'ai eu un groupe à Citroën-Javel, d'ouvriers qui occupaient, qui étaient hyper actifs, très jeunes et qui occupaient. Et eux avaient été sur les barricades et tout ça. Et Citroën, c'est un cas particulier, pas de syndicat, enfin c'est vraiment le régime de fer, hein, Citroën-Javel. C'était à cette époque très dur. Les cadres étaient au-dessus, ils voulaient reprendre l'usine, les ouvriers, mes copains là, qui avaient tout leur badge Mao, ils avaient déjà mis des camions, des trucs pour mettre le feu si... les cadres arrivaient, enfin, il y avait un climat très violent, hein, mais qui venait des ouvriers eux-mêmes. Oui, pour résumer les choses dans nos représentations d'aujourd'hui, la fameuse convergence des luttes qui est le Graal poursuivi par toute une sociologie aujourd'hui et toute une classe politique, elle s'est réalisée à ce moment-là. Ça, je crois que tout le monde peut en attester. C'est ce qu'explique Nicole. Au-delà avant de poser, de demander à Aymeric de nous parler un peu de Kluskar et du rôle qu'il va jouer, assez obscur à l'époque, mais beaucoup moins maintenant, à cette même époque et dans la période qui a immédiatement suivi, je veux évoquer en contrepoint, autre face du Janus Pierre Auvernay, un autre militant qui a été assassiné, lui en 69, donc tu le connaissais, mais la plupart du temps les gens ne le connaissent pas, et il n'y a pas eu grand monde à son enterrement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'appelait Marc Lanvin. Alors je vous le dis très rapidement, le samedi 29 juin 68, veille du second tour des élections législatives dont vous savez peut-être raz-de-marée de droite, etc. Hein, parce que sur le plan électoral et politique, les suites des événements de 68 ont été un coup de barre à droite toute. Hein. Le samedi 29 juin 68, veille du second tour des élections législatives, le jeune ouvrier communiste Marc Lanvin était lâchement assassiné par des hommes de main du candidat de la droite gaulliste, l'UDR, Téten.
Marc était l'un des 6 enfants d'une famille ouvrière des Blancs-Monts particulièrement estimée. Il venait d'avoir 18 ans. Il était ouvrier à l'usine textile de Maille à Arras. Il était militant des jeunesses communistes. Il avait accepté d'aider des copains socialistes pour une dernière tournée de surveillance de l'affichage en faveur du candidat d'Union de la gauche. On n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre soirée. Guy Mollet, député maire d'Arras. À l'époque, il n'y avait pas encore le Parti socialiste, hein, c'était la SFIO de Guy Mollet. Le Parti socialiste, ça va être Mitterrand quelque temps après. Voilà. Donc, je développe pas plus, mais ce qui est important de savoir, c'est que donc, en 68, un militant communiste est assassiné dans les circonstances que je vous donne. Il y avait de quoi s'émouvoir quand même, en pleine campagne électorale, qui plus est. Imaginez le truc. Silence radio, hein, pour l'essentiel, à tous les sens du terme. Y compris à commencer de l'extrême gauche, y compris de l'énorme mouvement qui s'était mobilisé, l'espèce de foule dense avec tout ce qui comptait d'intellectuels, d'artistes, etc., qui étaient présents sur le cercueil de Pierre Auverney. À partir de là, et je passe tout de suite la parole à Émeric pour parler de Clouscar, je rappelle que le grand slogan de ce personnage que je ne qualifierai pas, je l'ai fait, mais je couperai en début de soirée, qui était Cohn-Bendit, mais qui n'était pas le seul. On a un témoin du 22 mars qui peut en attester. C'était 10 ans, c'est trop. Oui. 10 ans, c'est trop. Mais 10 ans de quoi? C'est ça qu'il faut savoir. Cohn-Bendit a été très clair par la suite. On connaît sa carrière résistible, mais pourtant réussie. Et je ne fais pas d'autres commentaires, il serait plus que désobligeant. Eh bien, c'était 10 ans, en gros, de ce qu'on a appelé le gaulo-communisme. C'était pas du tout le capitalisme qui contrariait Cohn-Bendit, c'est là que je voulais en venir. C'était pas le sort réservé aux ouvriers, pas du tout. C'était tout à fait autre chose. Et là, je passe la parole à Émeric pour nous raccorder Clouscar avec la critique de Clouscar de cette période qui va donner, entre autres choses, bon, le capitalisme de la séduction et néofascisme, idéologie du désir. Alors déjà, je vous demande beaucoup d'indulgence parce que je remplace quelqu'un au pied levé qui est Dominique Pagani, qui était le plus proche collaborateur de Michel Clouscar. Ami, même, on peut dire. Et je suis un petit peu gêné de prendre la parole, non pas que j'ai pas l'habitude de le faire, je suis assez rompu à l'exercice, mais tout simplement parce que pour évoquer ces questions-là, je crois qu'il faudrait vraiment plusieurs heures, parce que vraiment, là, ce qui est fantastique, c'est d'arriver à faire dialoguer différents points de vue sur 68. Mais je pense que moi, j'ai très intéressé par le témoignage de Nicole Linhart. Et il faudrait plusieurs heures sur le maoïsme français, y compris sur le maoïsme chinois, dont on parle pas beaucoup. Et là, c'est pas une précaution d'usage, parce que moi je veux beaucoup parler des milieux PC, y compris des marxistes-léninistes du PC, bon c'est compliqué. Bon, mais je veux dire vis-à-vis du maoïsme, moi je veux dire j'ai pas d'animosité particulière, surtout parce que même les anciens militants maoïstes se sont fait un petit peu avec une certaine propagande, on subit un petit peu une propagande anticommuniste à la fin des années 70, et sur la question de Mao, je vois peut-être Nicole sembler un petit peu gênée. Le personnage de Mao Tse-tung, c'est quand même la personne qui a sorti 1/5 de la population mondiale du Moyen-Âge, qui a repoussé les Japonais. L'espérance de vie en Chine, en 1949, c'est 35 ans, à la mort de Mao, c'est 62 ans. Alors je veux bien qu'on parle du grand bond en avant, des erreurs du grand bond en avant, mais, parlons plutôt de Clouscar. Non, mais c'est très important que je dise ça, parce que je veux dire, je veux pas rétablir la guéguerre entre le PCF et l'UJCML, parce qu'elle a existé. Hein, les gens se tapaient dessus. Hein, mais nous, c'était utopique, c'était vraiment dans l'ordre de... Enfin, on lisait Pékin Information comme ça. Non, mais attends, justement, je veux pas parler n'importe comment. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que après, ce qui est intéressant, c'est que les témoignages doivent se faire. Après, il y a le bilan de mai 68. Là où j'avais, comment dire, j'aurais aimé que peut-être nos deux jeunes gens parlent un peu plus de leur vision de 68. Mais vous avez, bon, peut-être c'était dans la manière de présenter parce qu'elle était un peu rapide, mais vous disiez, bon, bah finalement, le bilan, il n'y a pas eu trop de morts, et puis c'était quand même réussi, un tenir réussi. Bon, si on fait le bilan révolutionnaire de mai 68, il reste quand même pas grand-chose, parce que, alors, une énorme révolution des mœurs, mais cette révolution des mœurs, elle a eu lieu dans tout l'Occident. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un comme Michel Clouscar, qui lui était un marxiste classique, formé, même on peut dire influencé par le léninisme, hein, proche des milieux PCF ouvriers, fidèle à la classe ouvrière française. Il arrive, il a 40 ans,
Et on peut dire qu'il fait disons, la critique marxiste des éléments les plus idéologiques de mai 68. Il pose simplement une question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vraiment eu la révolution dont on parlait? Qui en a profité? Il essaie de tirer un bilan. Ce bilan, il est même un peu amer. Moi, j'avoue que je ne me suis pas du tout renseigné sur les anniversaires, ce qu'on en a dit, parce que après avoir fêté les 100 ans de la Révolution d'octobre l'année dernière et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un acmé jusqu'à aller la mort du Tché, 67, et puis après 50 ans de calamité. Kouskar parlait de 30 honteuses, je crois que c'était pour l'anniversaire de 68, c'est toujours les 50 honteuses, et j'espère qu'on va en sortir. Si on fait un bilan un peu sobre de 68, parce que là, justement, on quitte le témoignage, puisque moi je pourrais témoigner d'ailleurs en tant qu'enfant de 68 heures, parce que ça, je pense, ça a marqué aussi la génération. C'est quelque chose qui, justement, on a du mal à se faire comprendre vis-à-vis des très jeunes, parce que nous, on avait aussi cette impression-là que beaucoup de 68 heures étaient au pouvoir, ils avaient trahi. Enfin, je pense que j'ai du respect pour tous les militants 68 qui sont restés progressistes. Hein, voilà, pour ça, je ne cherche pas à rétablir des guéguerres entre tel ou tel clan, mais si vous lisez un autre penseur très important qui s'appelle Guillaume Kangem, ceux qui sont passés du col Mao au col Rotary. Ce qui est dingue, lisez-le ce bouquin, on est au début des années 80, il va mourir peu de temps après, et ils sont tous là, tous ceux qui gouvernent actuellement, vous avez presque un portrait de tous ces gens ce sont des quadras, et ils arrivent, ils disent, ils barrent l'espace à la génération d'après. Et ces gens-là, 40 ans après, ils ont 80 ans, ils sont toujours là. Et ils ont barré Il a fondé le phare, le mouvement homosexuel. Oui, tout à fait. Encore, quand tu dis qu'il n'y a pas de transformation au niveau de la société, il y a quand même eu le phare, j'allais vous parler, le MNF, enfin... Si, non, ces transformations-là ont eu lieu, mais elles n'ont pas eu lieu à cause ou pendant 68. Voilà, c'est ça. Elles ont eu lieu avant, surtout. Après, la question que pose Kouskar, le doute qu'il pose, c'est qu'ils disent que c'est pas une évolution même du mode de production, tout simplement, puisqu'il n'y a pas eu de prise de pouvoir. Dans une logique léniniste, c'est pour ça que une prise de pouvoir, c'est pas seulement arriver au pouvoir, parce que quand Rocard disait l'important c'est le pouvoir, c'est pas la propriété, ça c'est l'arnaque social-démocrate qu'on nous sort depuis longtemps. Non, un changement révolutionnaire, c'est un changement du statut de propriété. Donc, est-ce qu'il y a pendant 68, un peu avant, un peu après, il y a des gens, des groupuscules qui ont envisagé la question de prendre le pouvoir? Oui, alors voilà. Non, pas nous. En tout cas, pas nous. Oui, parce qu'après, exactement, après la question se pose, est-ce qu'il y a des... Aucun, je crois. Non, pas pendant. Longtemps après. Oui. Oui, mais par les voies naturelles. Non, il y avait non, je vois pas. Il y avait des révolutionnaires plutôt sur un mode anard, ultra-violent, genre action directe. On a parlé de Tramoni qui a assassiné, bon j'en parlerai tout à l'heure, qui a assassiné donc Auvernais, lui-même a été liquidé par action directe, etc. Mais non, il n'y avait pas de logique de prise du pouvoir. Non, pas du tout. Donc justement, c'est pour ça justement peut-être qu'on fait un procès un peu excessif à la CGT de cette époque. Donc qui parle non pas de accord de Grenelle, mais le constat de Grenelle. Leur rhétorique c'était de dire on a obtenu un certain nombre de choses et puis on verra après. Alors c'est vrai que ce qu'on a vu après, malheureusement, c'est le 22e congrès à l'abandon de la dictature du prolétariat dans le PCF. Donc effectivement, le PCF est devenu un parti social-démocrate et puis a chuté après de manière évidente. Donc si on juge mai 68 d'un point de vue léniniste, a priori, c'est-à-dire de toute façon, au bout d'un moment, disons d'un point de vue révolutionnaire. J'ai du mal, a priori, à partager le point de vue ultra-gauchiste de la critique du PCF de l'époque, parce que ces gens ne représentaient pas forcément grand-chose. Il faut regarder aussi la représentativité. On peut faire toujours une critique de gauche de n'importe quoi. On peut toujours, quand quelqu'un demande le SMIC à 2000 €, on peut dire qu'on le demande à 2001. L'important, c'est qu'est-ce qu'on représente, enfin, par rapport où en est l'ensemble de la classe ouvrière. Donc, il faut savoir s'il y avait une certaine justification, si c'était plus ou moins légitime de critiquer le PCF à cette époque. En tout cas, j'ai jamais dit que le PCF était au-dessous de toute critique. Et c'est vrai que mais tu ne veux pas nous parler de Kouskar. Mais si, je veux passer dans ce cadre-là. Il y avait, mais c'est quand même important parce que Kouskar était un intellectuel, une sorte de compagnon de route du PCF. Mais il a toujours eu une certaine, même au moment il a écrit, voilà, ouais, exactement. Bon, il gardait quand même son cantation, y compris au moment du 22e congrès. D'ailleurs, tu sais arrêté au PCF, pas Kouskar. Voilà. Kouskar n'avait pas sa carte. Voilà, oui. Donc, mais ce que je veux dire, c'est pour ça. En même temps, la question qui impliquait beaucoup de communistes. Alors, je veux bien croire qu'il y avait des malentendus sur les ruptures au sein du camp socialiste international. Il faut savoir que les Cubains aussi avaient mené une politique
C'était l'Union soviétique. Non, c'est très important. Parle-nous de Kluskar, je t'en prie, s'il te plaît. Tu pourras raconter tout ce que tu veux après, mais parle-nous maintenant de Kluskar. C'est ce que je t'ai demandé de venir faire ce soir. Justement, Kluskar. Alors justement, là, je vais revenir carrément dans le lisez Néofascisme et idéologie du désir, qui est son premier livre. Après, bon, alors, on a republié sa thèse, s'appelle Lettres et le Code. Voilà, ça c'est. Là, il vous explique justement comment le Code finalement s'est emparé de lettres, comment une certaine arnaque à la sensibilité a pris le pouvoir, y compris comment justement une certaine esprit révolutionnaire a pu s'emparer des masses, parce que concrètement, si on joue une révolution à ses fruits, on n'est pas dans la rebellitude, comme dire, et là justement, il faut voir exactement, concrètement, poser la question en marxiste, qu'est-ce qui s'est posé en termes de changement de société. Là, vous voyez quels sont les fondements, j'allais dire, épistémologiques d'une confiscation de l'aide par le Code, et d'une certaine manière de la révolution par la bourgeoisie, parce que c'est un peu ça, mai 68. Donc là, vous avez un petit peu les fondements épistémologiques de ça, mais le grand pamphlet, j'allais dire, qui date de 72, tout de suite après mai 68, et c'est assez visionnaire. L'année de la mort de Pierre Auvernet. Voilà, Kluskar, qui lui est né en 28, donc il a vu mai 68 sans disons les naïvetés de la jeunesse, hein, il l'a vu avec le regard d'un homme mûr et formé au marxisme. Et donc en 72, il forge le terme de libéralisme libertaire, qui va faire florès aujourd'hui, et qu'on emploie à tort et à travers. C'est pour ça qu'il faut absolument en étudier le concept et bien voir dans quel cadre ça s'inscrit. Et son grand truc, son grand concept, c'est finalement de replacer mai 68 dans l'écoulement du surplus du port Marshall, une évolution même du mode de production, d'une sorte de néo-capitalisme qui se met en place avec une émergence de nouvelles couches moyennes qui sortent du... comment dire contrairement à l'ancienne classe moyenne qui est encore propriétaire de ces petits moyens de production, souvent fascisantes, etc., souvent apérées en fait, par les idées de révolution et qui se rapprochent souvent de la bourgeoisie, ces nouvelles couches moyennes, en fait, on leur retire, on les fait toutes rentrer dans le salariat, et on leur fait consommer selon un nouveau type de consommation qu'il appelle lubidinal, ludique, marginal, et tout rentre dans une espèce de fantasmagorie. Ils sont prolétarisés d'un point de vue strictement social, au sens où ils sont dans le salariat, inclus dans le salariat, mais en même temps ils ont un mode de consommation qui les distingue. On est dans une stratégie de distinction. Ces gens-là vont créer leur révolution pour eux. Et il appelle ça, mais surtout pour eux, c'est le 14 juillet, ces nouvelles couches moyennes. Hein. Dans le marxisme, on dit toujours couche moyenne, hein, parce que la classe, classe moyenne, ça veut dire qu'on accepte en fait une logique libérale, puisque il y a fondamentalement, bien sûr que Marx établit par exemple, je crois dans les livres de classe en France, il y a au moins 14 classifications de la société, on peut encore les multiplier à l'infini, mais fondamentalement, il y a ceux qui possèdent les grands moyens de production et d'échange et les autres. Mais donc, il y a un aspect idéologique qui apparaît de classe moyenne. Mais donc, ces nouvelles couches moyennes, donc, vont s'emparer d'une sorte de fantasmagorie et déterminer, en fait, faire croire qu'il y a eu une révolution. Alors que si on regarde aussi le bilan, j'ai parlé du bilan en termes de propriété, après il faut regarder aussi en termes d'alliance de la France, parce que quand Cohn-Bendit s'est revendiqué lui-même du libéralisme libertaire et a quand même sorti, donc je suis libéral libertaire et la France gaulo-communiste c'est fini. Alors, bien sûr qu'on pourrait parler des conflits entre les gaullistes et les communistes qui ont toujours existé, hein, ça c'est pas... Mais d'une certaine manière, les deux forces qui décroissent après mai 68, c'est les gaullistes et les communistes, c'est-à-dire les deux forces de la résistance. Et on va avoir au pouvoir Giscard, très présent à Vichy, hein, si vous regardez quand même Le Chagrin et la Pitié, vous avez tout le dossier Giscard. Mitterrand, quand même, hein, c'est quand même le Francis qui est quand même je rappelle, beau-frère d'Eugène Deloncle, hein, cagoulard notoire, et vous voyez tous les liens qu'il gardait avec Vichy. Vous voyez la rentrée de la France dans l'atlantisme le plus éhonté. C'est-à-dire que... on voit encore plus aujourd'hui. Je prétends pas que De Gaulle avait rejoint carrément le mouvement des non-alignés, mais on n'en était pas loin quand même. Le discours de Phnom Penh, la conversion des dollars en or, c'était quand même ça allait assez loin. Même d'une certaine manière, je pense qu'il y avait même un certain respect, par exemple, des Cubains pour De Gaulle, parce qu'eux aussi savaient ce que c'était l'indépendance par rapport aux États-Unis. Donc là encore, il faut faire un bilan sobre des événements, et Kluskar, évidemment, va avoir les aspects justement psychodrame, il va parler de psychodrame. Là, dans ce texte, Néofascisme et idéologie du désir, quand il le republie en 98, il y ajoute une préface. On est 30 ans après mai 68. Hein. Et moi, je me souviens, j'avais 20 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Ça m'avait frappé, et là, j'étais rentré en Kluskardie.
Mais parce que justement, en plus, ça prenait un aspect, j'allais dire, presque oedipien, parce que pour nous, les 68 ans, ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de disparaître, quand même, malheureusement, hein, parce que c'est une génération vieillissante. Mais il y avait cet aspect, c'est ces gens qui bloquaient littéralement. Non, mais justement, moi j'ai gardé une tendresse pour ceux qui sont restés progressistes. Hein, voilà, c'est ça la question. Et il faut reconstituer un parti communiste de lutte avec l'ensemble de... Voilà, c'est ça. Non, mais justement, si je faisais ces longs préliminaires, c'était aussi pour dire ça. Mais alors, voilà comment voit Kouskar, comment il voit ces aspects idéologiques de mai 68. En mai 68, un psychodrame s'est joué au sommet de l'État. Alors voilà, on a bien parlé de sommet de l'État. On n'a pas parlé dans les entreprises, on n'a pas parlé d'10 millions d'ouvriers de la rue, la plus grande grève de l'histoire de France, chose que je salue, qui aurait pu effectivement déboucher sur peut-être quelque chose d'encore plus important et qu'il faudrait retrouver. Et d'ailleurs, l'alliance entre les ouvriers et les étudiants, elle est principielle dans toutes les révolutions. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut savoir que le statut des étudiants est beaucoup plus prolétarisé que l'était à l'époque. Hein. Mais bon, peu importe. Donc en tout cas, un psychodrame s'est joué au sommet de l'État. Pourquoi est-ce que justement mai 68 a échoué? Il révéla à l'évidence les enjeux de l'histoire incarnés selon trois rôles mythiques: le père sévère, De Gaulle, l'enfant terrible, Cohn-Bendit, le libéral débonnaire, Pompidou. C'est l'affrontement de trois situations de la bourgeoisie, des trois systèmes idéologiques possibles. En scène, la vieille France vertueuse issue de la victoire sur le fascisme. Je dis ça, c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont voulu récupérer Kouskar à droite en disant qu'il parlait de la vieille France. Quand il parlait de la France, c'est pas la France pétainiste, hein. Il le dit clairement, c'est la France issue de la victoire, la vieille France issue de la victoire sur le fascisme. Hein. C'est les conquêtes du CNR, la sécurité sociale, les conquêtes de la libération, et un Français sur 4 vantant communiste après la libération. C'est ça dont il parle. Hein. Donc en scène, la vieille France vertueuse issue de la victoire sur le fascisme, et d'autre part, la nouvelle France qui se cherchait et qui s'est accomplie dans la synthèse d'un libéralisme ô combien répressif dans l'acte de produire et ô combien permissif dans l'acte de consommer. C'est ça le libéralisme libertaire. C'est toujours répressif sur le producteur, mais permissif pour le consommateur. Voilà, c'est cette arnaque dont pointe Kouskar. C'est ça qu'il va appeler d'ailleurs le capitalisme de la séduction. Hein. Donc, il a donc fallu l'alliance sournoise du libéral et du libertaire, le libéral Pompidou, du libertaire Cohn-Bendit, pour liquider le vieux, qui a dû s'en aller, De Gaulle. Après ce meurtre rituel du père, a été accordé au sommet, par l'État, la permission du permissif qui a donné accès au marché du désir. Il fallait libérer un certain nombre de marchés. Libérer le marché du désir, c'est pas la condamnation du désir, c'est la condamnation de l'idéologie du désir. C'est bien... Les mots sont importants, on fait un peu de philo, hein, on analyse tous les mots. Hein. C'est idéologie du désir, c'est pas le désir en soi qui est un problème. Hein. Il n'y a pas d'être humain s'il n'y a pas de désir entre un homme et une femme. Hein. C'est pas le problème. L'idéologie du désir, voilà. Oui, enfin, après c'est plus compliqué. Il faut faire des êtres humains. Mais oui, maintenant ça devient bon, non, mais pour faire des enfants. Mais idéologie du désir, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein, vous avez compris. Donc et c'était l'époque, c'était Deleuze, c'était tous ces gens-là. Donc le néofascisme, je parle de l'idéologie, de la vision que les gens ont gardée de mai 68 et comment ça a joué. Je ne parle pas du rapport de force qui a débouché sur effectivement constat de Grenelle et puis après un PCF. C'est là où ça se passe, d'une certaine manière, c'est les classes ouvrières. C'est ça qui est majeur parce que effectivement. Mais je parle de ce qu'on a gardé mai 68. Le néofascisme sera l'ultime expression du libéralisme social-libertaire de l'ensemble qui commence en mai 68. Sa spécificité tient dans cette formule, ça c'est absolument génial, tout est permis mais rien n'est possible. Voilà. À la permissivité de l'abondance, de la croissance, des nouveaux modèles de consommation, succède l'interdit de la crise, de la pénurie, de la paupérisation absolue. Ces deux composantes historiques fusionnent dans les têtes, dans les esprits, créant ainsi les conditions subjectives du néofascisme. De Cohn-Bendit à Le Pen, la boucle est bouclée, voici venu le temps des frustrés revanchards. Il dit, en fait, justement, ces nouvelles couches moyennes qu'on a fait consommer plus ou moins à crédit, sur un nouveau modèle pseudo-émancipatoire. Au bout d'un moment, il y a la réalité de la crise. Hein, les économistes mesurent, non pas la baisse tendancielle du taux de profit, ça c'est une loi générale du capitalisme, ils mesurent la baisse du profit qui commence dès 67. Donc on rentre précisément dans cette crise, et au bout d'un moment on retire un certain nombre le plan Marshall qui avait consisté à donner quelques prélèvements à certains intellectuels afin qu'ils ne devinssent pas... Ce n'est pas l'objet du plan Marshall, c'était un des effets marginaux, collatéraux. Ils prennent plus ou moins leur billet et on arrive à la situation présente où justement non seulement il a vu l'arnaque libéral-libertaire, cette espèce de double, et en même temps il a vu le néofascisme, c'est-à-dire la fascisation qui vient. Aujourd'hui, Kouskar est un penseur qui, malheureusement, étant donné qu'on est passé
On parlait d'hégémonie culturelle de gauche, aujourd'hui on passerait une hégémonie culturelle de gauche, de droite. Bon, je dirais que à l'époque de 68 et dans les années 70, les idées de gauche avaient un peu plus le vent en poupe, mais c'est pas pour ça que c'était hégémonique. Hein, ça, je crois quand même, faut pas. Ça reste toujours. Les idées révolutionnaires, par définition, elles sont toujours plus ou moins contestataires hein, dans un système dominant. Mais effectivement, Clouscar, malheureusement, dans ce contexte très droitier, hein, très droitisé, il est connu un peu par la bande parce que des gens à droite veulent s'en servir pour faire la critique de la France 68 comme le faisait par exemple, je sais pas, Luc Ferry ou d'autres. En prenant des éléments, en parlant d'Ibéris libertaire qui est devenu je veux dire, un mot valise, un mot passe-partout, mais il faut voir en quoi, dans quelle perspective marxiste ça s'inscrit et ce que ça signifie chez lui. Je reprends la parole brièvement pour signaler par la même occasion que là il s'agissait d'introduire Clouscar comme une autre vision de ce qui se passe en mai 68, à nos yeux beaucoup plus lucide. Et je précise marxiste. Hein. Et marxiste, bien sûr, et confirmé par les événements que nous vivons aujourd'hui. On aura sans doute l'occasion d'en reparler puisque nous organiserons prochainement une soirée autour de Lettres et le Code où là, on va être plus dense sur tout ça puisque l'ouvrage vient... entre parenthèses, Lettres et le Code, c'est le fruit de Clouscar, des années de Clouscar étudiant de Sartre. Hein. C'est Sartre qui l'a comme maître de thèse à l'époque, hein, si je me souviens bien. Oui, mais il n'est pas sartrien. Hein. Il n'est pas sartrien, non mais je veux dire, c'est pour situer l'époque. Donc, on conclut brièvement sur cette vision un petit peu diverse de mai 68 et pour repasser la parole aux auteurs de la BD, est-ce que non pas pour dire que leur œuvre les dépasse ou les rattrape, etc., mais comment ils voient justement, avec un recul de 10 ans par rapport à l'époque où la première version de la BD est sortie, qu'est-ce que ça leur inspire, à la fois les témoignages qui viennent d'être apportés mais qui ne doivent pas les surprendre beaucoup, mais ce qui s'est passé justement depuis 10 ans. Alors non, moi je suis pas du tout éditorialiste politique. Je peux pas, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, non. Enfin, en tout cas, non. Bon, alors moi, un sentiment voilà, que j'ai par rapport à il y a 10 ans, en fait je me souviens il y a 10 ans, on était encore dans les suites de la campagne de 2007, durant laquelle Sarkozy avait expliqué qu'il voulait liquider l'héritage de mai 68, et on était dans des affrontements très idéologiques sur l'héritage de mai 68. 10 ans plus tard, donc ça fait maintenant 50 ans, j'ai l'impression qu'on est dans une vision un peu plus apaisée et disons un peu plus détachée en fait de ces événements. Alors j'ai évidemment pas pu me mettre à jour de tout ce qui paraît, mais je crois qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis, il y a des travaux de recherche qui sont faits notamment sur de l'histoire orale, enfin en recueillant des témoignages de personnes. Alors c'est évident qu'il n'y a pas eu de révolution en 68, mais néanmoins il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses très fortes, et dans toute la France. Et donc il y a différents ouvrages qui sont sortis là-dessus, notamment sur Marseille. Donc sur voilà. Flins, une qui était établie aussi. Ouais. Une femme qui a été... Sur Flins, sur l'usine de Flins, il y a une femme qui était établie. L'IP, c'est très important. Oui, il y a l'IP. Et puis il y a l'IP. On n'en parle plus, oui, c'est curieux. Et Dieu sait qu'on en a longtemps parlé, bien après. Il y a une femme Il y a une femme qui était établie, qui a sorti un livre, je ne me souviens plus de son nom. Ah, très bien. Oui, oui. Oui. Nicole, pour des raisons évidentes, est particulièrement sensibilisée au cas des établis. On ne peut pas le établis. retrouver, on ne sait pas. Oui, ça. On verra après. On verra après. Vas-y. Oui, donc, bon, encore une fois, oui, il n'y a clairement pas eu de révolution, ça c'est évident. Je pense que la France encore à l'époque était économiquement beaucoup plus en vase clos que ce qui s'est passé depuis, avec un mouvement d'ouverture, de globalisation, de libéralisation de l'économie. Maintenant, voilà, ce qui ressort, je pense, de pas mal de témoignages, c'est que beaucoup de gens ont vécu des choses très fortes, qu'il y a eu donc des occupations d'usines, une atmosphère de fête, beaucoup d'ébullitions, de discussions entre les personnes, et beaucoup de rêves aussi, c'est vrai, sur la perspective d'autogestion, de reprendre le pouvoir au sein de l'entreprise, qui derrière ont été tués dans l'œuf, mais voilà, on peut pas dire qu'il s'est rien passé, mais effectivement l'héritage derrière n'est pas du tout un héritage révolutionnaire, ça c'est clair.
Alors, je vais apporter mon... oui, je te rends la parole tout de suite après. Je vais apporter mon propre petit témoignage, rassurez-vous, il sera très bref, de mon vécu des événements de mai 68. Parce que par un concours de circonstances, là encore, exactement comme pour Auvernay, absolument pas dû à une militance quelconque ou autre, j'ai assisté à des événements qui sont restés emblématiques sur le plan de l'évolution culturelle et artistique, qui était le fameux moment au Festival de Cannes où donc la projection de Peppermint Frappé est interrompue par un petit groupe dont Truffaut et Godard qui retiennent le rideau. À l'époque, il y avait un rideau, je sais plus, ça fait des décennies que je n'ai plus assisté à tout ça, mais à l'époque, j'y assistais pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. J'étais fort jeune, on écoutait quand même les Albanais, Radio Tirana à l'époque, même fils de bourgeois vivant dans le midi de la France, on écoutait sur les postes ondes courtes Radio Pékin relayé par les Albanais, justement on était dans le jus, hein, dans l'ambiance, on savait ce qui se passait, mais l'intervention et l'espèce de discours assez grotesque, petit bourgeois, tenu aussi bien par Truffaut que par Godard, alors je ne sais plus lequel des deux, parce que ça fait quand même un moment, a pris parce qu'il y a eu des horions, le public qui était le public de l'après-midi au Festival de Cannes, c'était pas le public chic, etc. C'était les cinéphiles, c'était les journalistes internationaux, c'était quelques Cannois qui avaient eu la chance d'avoir une place, c'était mon cas, puisque j'étais déjà passionné de cinéma, ils étaient venus pour voir le film. Les petits cacas nerveux excités des petits bourgeois du cinéma qui se la pétaient, parce que c'était vraiment vu comme ça, ça énervait plutôt tout le monde, donc ils ont pris des nions. Alors je ne sais plus lequel des deux est parti dans les bégonias, il y avait un parterre de fleurs devant la scène, là, je ne sais plus si c'est Godard ou c'est Truffaut qui a pris vraiment un nion qui a giclé là-dedans. Je raconte ça pour dire que ce qui a été décrit par Nicole, ce qui est assez bien restitué dans votre BD, c'est un caractère composite. Mais pour en revenir à Kluskar, on était largement dans le psychodrame au moment où ont lieu ces fameux événements. Le bouleversement social, et y compris culturel, a bel et bien eu lieu, mais il avait déjà eu lieu avant. Je vais dire que, comme toutes les révolutions, l'aspect spectaculaire, c'est le sommet d'une courbe, et les seuls éléments qui ont vraiment été des acquis à ce moment-là, liés à ce qu'on appellera plus tard, et le Graal, encore une fois, qu'on cherche encore aujourd'hui, la convergence des luttes, qui s'est produite, comme vous le racontez très bien dans votre BD, de manière paradoxale. C'est le mouvement étudiant qui a déclenché le mouvement ouvrier, pris en charge parce qu'il y avait des structures, une organisation par la CGT, le PC, etc. Mais les seuls résultats concrets directement liés aux événements de mai 68, ce sont les accords de Grenelle, et rien d'autre. Le reste a eu lieu bien après, ou était déjà enclenché bien avant, je veux dire, tous les aspects sociétaux pour l'essentiel. C'est le témoignage que je voulais apporter, mais aussi je voulais dire et répéter, parce que c'est pas pour rien qu'on était très heureux de vous recevoir ici de nouveau 10 ans après, et non pas 50 ans après. Votre livre, et j'en ai vu pas mal, est une des meilleures synthèses pour comprendre à peu près honnêtement et simplement ce qui se passe à ce moment-là, dans une vision à peu près globale. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses au niveau intellectuel, je vais d'ailleurs rendre ou des analyses politiques, militantes ou idéologiques. Je voudrais juste rappeler que à ce moment-là, Kluskar est complètement inaudible, bien qu'il soit assez présent et connu dans les milieux militants et ailleurs, et qu'il l'a été beaucoup plus depuis. La figure 68arde parmi les intellectuels qui a le plus marqué l'époque dans le champ culturel et idéologique, il faut le dire, et de la radicalité parmi les intellectuels. Il est encore connu et lu aujourd'hui. Il n'était pas spécialement audible et visible à l'époque, mais il était quand même pas mal. C'était Debord.
Et alors, ce qui est, comme il s'agit aussi de faire la promotion en vue des rencontres futures ici du travail de Kluskar, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, il est assez intéressant d'observer que, partant d'analyses complètement différentes, de points de vue complètement différents, la critique sociale, sociologique, idéologique qui est faite des couches moyennes dont vient de parler Aymeric, de Debord et de Kluskar convergent totalement. Et si vous pouvez le vérifier ce soir, si vous voulez, vous regardez, il est visible sur Internet, vous avez même le texte, toute la séquence inaugurale de Injirum. Ouais. Vous regardez le début du Injirum, c'est Kluskar, version dans le style, le style éblouissant de Debord. Il y a un parallèle évident sur le point de vue qui est jeté sur la sociologie et les circonstances qui ont eu à ce moment-là. Je veux dire, la critique est beaucoup plus glauque, elle n'est absolument pas sur le ton qu'a Kluskar, elle est hautaine, intimidante, en fait, c'est tout ce qui a fait le... Après, mais je te rends tout de suite la parole, donc j'évoque ça, et l'autre aspect, l'autre ouvrage, en dehors de livres de nos amis, des ouvrages de Kluskar dont nous avons parlé, et que je recommande depuis longtemps aux gens qui fréquentent cette librairie, et je ne suis pas le seul, pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là, c'est le livre de Christopherson qui raconte l'histoire de l'évolution des intellectuels français, justement dans cette période. Et là, je te rends la parole. Oui, merci. Pour préciser, je vois justement si on peut faire établir un point entre, je sais pas, Debord et Kluskar, pourquoi pas d'ailleurs, parce que c'est ne serait-ce que par le fait qu'ils sont quasiment contemporains, il y a forcément des points communs, et quand même influencés par Marx et Hegel, même si c'est pas évidemment pas du tout la même chapelle. Hein. Mais je crois que ce qui est très important dans le débat de l'époque, c'est déjà Kluskar, dans ce livre, attaque Marcuse. C'est-à-dire, la question essentielle, c'est quel est le sujet révolutionnaire. Et l'idée de Marcuse, c'était de dire la classe ouvrière s'est intégrée aux sociétés industrielles, elle s'est vendue pour un pet de lentilles, pour caricaturer un peu ses positions, et alors qu'il y aurait, d'après Marcuse, il y aurait de nouveaux sujets révolutionnaires dans les marginaux, je sais pas, plus ou moins la pègre, enfin ce que Marx aurait appelé le point de prolétariat, ou différentes minorités. Kluskar, lui, reste fidèle à la classe ouvrière organisée. Et son point de vue, c'était de savoir où en était la classe ouvrière. C'est ça qu'il a essayé de faire toute sa vie. Après, c'est pas pour ça que la classe ouvrière avait ses deux représentants qui étaient le PCF et la CGT. Aujourd'hui, je suis prêt à dire que depuis que la CGT est rentrée dans la CES et la CSI, c'est plus du tout ça. Voilà, il faut faire aussi des critiques. Ce sont des organisations historiques de la classe ouvrière qui doivent servir la classe ouvrière et pas l'inverse. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas. Mais a priori, je veux dire, il faut aussi faire la politique avec un constat des forces. Et je veux dire quantifiable. Ça, c'est quand même le plus important. Après, ce que faisait Kluskar et pas Debord, il faut être clair. Oui, voilà, là, ça les distingue complètement, parce que là, de ce point de vue-là, on n'est pas dans le... alors, après, il y a la question essentielle, parce que les gauchistes, au sens léniniste, hein, je ne fais pas de polémique, hein, le camp gauchiste par rapport au camp communiste, à l'époque, faisait le reproche de dire, vous ne préparez pas la révolution, vous avez perdu l'élan révolutionnaire. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque? C'est vrai que quand même, depuis... Justement, j'ai parlé de la mort de Che Guevara, mais il y a quand même un mouvement général. Alors là, on peut parler de l'effervescence de la jeunesse, vous l'avez évoqué, dans différentes capitales, et c'est vrai, même si, en fait, il y a un côté aussi purement démographique, hein, c'est le baby-boom, hein, c'est les changements culturels. Mais il y a aussi quand même le côté guerre froide, quoi, une histoire de stagnation. Et c'est vrai que... on le voyait par exemple au Portugal où ça a été bloqué, la révolution de juillet qui a un formidable élan, mais après il y a eu la négociation avec Suarez. Il y a eu alors malgré la guerre froide bloquait les choses. Alors les gens qui ont essayé de débloquer, concrètement il y a eu Cuba. C'est important parce que c'est des gens qui se sont dit, ils avaient une théorie qui s'appelle le fauquisme. C'est-à-dire on peut déclencher la révolution dans n'importe quel foyer. On s'est établi quelques-uns et c'est vrai que la guérilla a eu des effets positifs. Hein. L'Algérie, que ce soit le Vietnam, que ce soit la Chine, ça a changé la face du monde, hein, les techniques de guérilla. Ce que les Espagnols appelaient la petite guerre, hein, précisément, mais c'est la grande guerre du peuple, en fait. Donc l'idée, c'était de dire on peut, à partir de n'importe quel petit foyer, redéclencher une guerre révolutionnaire, peu importe, et y compris, justement, comme Cuba est une puissance petite par rapport à ces deux géants. Et c'est vrai que là, je n'aime pas Berlinguer, mais là, sa formule est juste, quand il disait la fin de la puissance propulsive de l'Union soviétique, de la révolution d'octobre, c'est vrai que ça jouait
à l'époque de Brejnev, il n'y a plus beaucoup de propulsion. On voit bien qu'il n'avait aucun intérêt à... Il y avait, disons, les deux grands blocs se regardaient en chaîne faïence. C'est vrai que l'URSS était la situation... Ce n'était pas les soviétiques et les pro-soviétiques qui allaient aider à... mais on va abréger parce qu'on s'écarte du sujet. Là... Non, on s'écarte pas du sujet. Si, parce que là, on a... Excuse-moi, Aymeric. Là, on va parler de mai 68 tel que les gens l'ont vécu et tel que les gens le voient aujourd'hui. Le débat politique, on peut le faire, on le fera. Mais c'est pas de ça, c'est pas le thème de la soirée. Le thème de la soirée, c'est... Alors, oui, tu as raison, excuse-moi, tu as raison d'évoquer la guerre froide et le contexte mondial. Mais en une phrase. Après la mort du Che, même Cuba se rend compte que sa stratégie, par exemple, de lancer des guérillas en Amérique latine, par exemple, dans un contexte de l'Amazonie, où là, le terrain n'est pas du tout favorable, comme à Cuba, où les gens carrément luttaient pour survivre, hein, donc même pas pour attaquer l'adversaire. En fait, d'une certaine manière, il y a un rapprochement de Cuba de l'Union soviétique. Alors, je rappelle le discours du Che sur 1, 2, 3 Vietnam, c'était non seulement contre les États-Unis, mais aussi contre l'URSS. Donc, il y avait cette tendance à se dire, on peut faire une révolution tout seul. Alors, je comprends, je l'entends, mais c'est pour ça tout le film de Chris Marker, ça va te plaire si je parle de Chris Marker, le fond de l'arrêt rouge, quand il dit... C'est pas une question que ça me plaît ou ça me plaît pas, tout m'intéresse, mais c'est pas le thème de la soirée. 68. Et donc ce qui reproche Chris Marker, on y revient. Ce qui reproche à Cuba, c'est d'avoir, par exemple en 68, approuvé la répression par les soviétiques du printemps de Prague. Donc au bout d'un moment, Cuba se rapproche là, expressis verbis, de l'Union soviétique. Donc là, d'une certaine manière, il y a eu cette tentative avant en 68, cette idée de dire, malgré les deux blocs, malgré le fait que la guerre froide ait bloqué les choses et gelé la situation, il y aurait la possibilité de créer des petits groupes, des petits foyers révolutionnaires. Ce qui reste vivant de ça néanmoins, c'est quand même l'idée que chaque pays a sa propre constitution socialiste. Parce que les pays qui ont gardé leur propre socialisme, c'est Cuba, c'est la Corée du Nord, par exemple, c'est le Vietnam, c'est la Chine à sa manière. Ce sont des pays qui avaient une forte autonomie. Les pays où on a imposé le socialisme de l'extérieur ont tous chuté. Donc je crois qu'il faut quand même, là de ce point de vue-là, j'ai beau être défendre un penseur qui est quand même qualifié dans l'orbite du Parti communiste français, mais le pro-soviétisme, ça avait sa noblesse, hein, surtout après 17, surtout quand l'URSS était un pays, il faut rappeler qu'il était quand même encerclé, mais quand même à partir du moment où l'URSS devient elle-même révisionniste avec Gorbatchev et peut-être déjà bien avant, et on peut parler du rapport Khrouchtchev et de ce que ça a créé. Je te rappelle nous sommes en 68. Il était très important justement que ces communistes développent leur propre conception. C'est ta phrase. Bon, alors on arrête. Alors un mot quand même. Oui, tu as raison de parler de Chris Marker. Un mot sur Chris Marker, parce que là on revient dans le contexte de la discussion, des témoignages, et y compris de votre livre. Chris Marker est un personnage qui marque moins que Debord quand même, un personnage un peu particulier aussi pour des tas de raisons, mais qui s'inscrit dans cette sociologie, cette histoire de France bourgeoise, petite bourgeoise, ouvrière et autres, qui va avoir ce grand moment d'effervescence à ce moment-là, qui est l'objet de votre livre, mais de manière homogène aux gens dont on a parlé, puisque Chris Marker, il ne faut pas oublier qu'il est fils d'un collabo, qu'il a participé à des revues, pendant l'occupation, il a participé à des revues collabos, il a tout fait pour que cette partie de sa vie soit complètement occultée, il y est en grande partie parvenu. Il a été une succession, je vais être bref, il a une activité de maoïste et de cinéaste maoïste 68 arts. Non, mais il est aussi maoïste. Oui, absolument. Mais il a. Et Godin nous a rejoint. Oui, absolument. Et il est tout ce qu'il y a de plus maoïste, mais il va complètement dans la suite dans la suite des événements. Il va complètement récuser cette idée. Il voulait pas qu'on fasse. Il est mort il y a peu de temps. Il avait quand même 90 ans. Je vais pas entrer dans les détails. Je connais bien son histoire par un de ses plus proches amis qui m'a raconté tout ça et qui avait le même âge d'ailleurs, qui est mort un an après lui. C'est le personnage qu'on voit dans La Jetée, là, complètement illuminé. Et donc, Chris Marker, ce qui est intéressant en rapport et qui nous ramène, et je vais vous rendre la parole, à toute cette histoire, à comment la raconter, à comment la comprendre, à comment en faire quelque chose aujourd'hui à partir, y compris des éléments culturels, symboliques, des représentations qu'on a. Chris Marker, après avoir été successivement toute une série de choses, donc collabo, il va se retrouver en définitive à ce moment-là maoïste, j'allais dire comme presque tout le monde, y compris
BHL, entre parenthèses, Kouchner et compagnie. Kouchner et compagnie. Mais il va, exactement comme il va refouler, il a refoulé complètement, évidemment, pour des raisons qu'on comprendra facilement, son passé d'extrême droite fascisant. En tout cas assez proche des milieux d'extrême droite de l'époque de la collaboration. De la même manière, il va refouler sa période maoïste. Et toutes ces œuvres de la période, il va empêcher par tous les moyens qu'il aura qu'on les montre et elles ne seront de nouveau disponibles qu'après sa mort. Donc c'est intéressant de voir. Donc, voilà, je citais le cas de Chris Marker, parce que dans le cadre de ce dont nous parlons, qui permet de comprendre les acteurs, les gens dont on a plus ou moins entendu parler, dont on a une image aujourd'hui, qu'encore une fois vous restituez avec beaucoup d'honnêteté factuelle et avec un assez bon équilibre entre toutes les composantes de ce qui se passe à ce moment-là. C'était des gens qui ne sont pas nés à ce moment-là, qui ne sont pas nés souvent à leurs idées et à leurs actions, y compris militantes ou artistiques à ce moment-là, mais qui ont vécu ce moment-là, comme le rappelait Kouskar, sociologiquement, comme un psychodrame des couches moyennes. Ce qui n'enlève rien au fait que c'était un énorme événement, et le dernier énorme événement, et le plus important de l'histoire de France, ouvrier du prolétariat. Là-dessus, je vous rends la parole pour une conclusion. Après, nous passerons évidemment aux dédicaces, mais tu auras l'occasion de conclure aussi. Je vous laisse conclure tous les deux. Il y a des questions dans la salle. Alors, il y a on va quand même laisser la place aux questions dans la salle, bien sûr. Oui. Moi, je voulais dire, parce qu'on a eu des témoignages, moi, j'ai vécu 68, j'avais adhéré au Parti communiste en 67, et j'ai connu Cohn-Bendit à Nanterre, d'ailleurs, avec son petit harem, d'ailleurs, parce que sa revendication principale, c'était les filles pouvaient aller dans les bâtiments des hommes, mais il voulait que les garçons aillent dans les bâtiments des filles. Voilà. Et moi, il me traitait de boy scout, bon. Et puis je me rappelle très bien qu'il ferraillait avec Henri Lefebvre, en sociologie, et Henri Lefebvre disait à la fin, vous voulez me faire avouer, parce que d'une manière tout à fait négative, que je suis marxiste communiste. Donc il était violemment, évidemment, anti-marxiste. Bon, voilà, tout ça pour dire autre chose. J'étais, voilà, ce que je pense de 68. Moi, j'ai jamais été CGT, j'étais au service d'ordre du Parti communiste, qui était le même service d'ordre que celui de la CGT. Donc j'encadrais la manif c'était le même service d'ordre. Donc j'ai jamais été à la CGT puisque je suis enseignant, et donc j'encadrais avec mes camarades, bon, avec la manif de 68, évidemment, spécialement. Voilà. Bon, et je me rappelle d'ailleurs que je voulais qu'on passe derrière les voitures, mais non, Paul Laurent voulait qu'on passe entre marché et les voitures, parce que dans les voitures, il pouvait y avoir quelqu'un. Voilà. Voilà. Bon, passons. Alors, moi, Laurent, pour les plus jeunes, le père, qui était autre chose. Bon, alors voilà mon analyse. J'étais au Parti communiste, on n'a eu aucune réunion. Le Parti communiste avait une peur bleue, j'ai relu un peu les textes, que les ouvriers se laissent entraîner par les gauchistes, la violence, les voitures roulées, et que les ouvriers prennent les armes. C'était le seul problème. Et ils se taisaient. Or, pendant ce temps, on avait partout Charletti avec Sartre, le Cohn-Bendit, toute la bande du PSU, etc., qui proclamaient la liberté. Et le Parti communiste était là, parce que les permanents du Parti communiste ont été formés jusqu'en 72 en Union soviétique. Il ne faut pas l'oublier. Le Parti communiste était un parti bolchevique, c'est-à-dire sur un modèle parfaitement efficace dans des pays sous-développés, comme 80% de l'alphabet en URSS, en Chine, au Vietnam, partout où on a pris les armes pour se débattre, Mozambique, Angola, y compris l'Afrique du Sud, bon, qui a été dans l'histoire du monde, après la Commune, un passage remarquable, et Lénine a dit, terminé, on ne va pas se faire tuer gratuitement, il faut beaucoup plus de courage pour courber le dos, rentrer à l'usine, s'écraser et travailler clandestinement pour préparer. Voilà. Donc je dirais que ce modèle-là, qui est de tous les partis communistes du monde, défend l'Union soviétique, attaqué par tous les pays du monde en 18, avant cette première entente, a été historiquement remarquable. Bon, il n'est pas du tout adapté dans les pays industriels. Ça n'a jamais fonctionné, spécialement dans les pays ultra-industriels, comme l'Angleterre, l'Amérique, etc. Donc on était perdu. Et Segui, on lui a posé la question.
pouviez-vous prendre le pouvoir? Il dit oui, il aurait fallu faire des élections. Donc, c'est pas du tout le modèle allendais où... Pouviez-vous prendre le pouvoir? Oui, il a dit, on y a pensé, mais il aurait fallu faire des élections après. C'est pas du tout le modèle Chavez ou allendais, à mon avis, qui reflète un peu l'état moderne de l'avenir de la révolution. On n'était pas du tout là-dedans. Donc le Parti communiste, et moi qui vendais l'humanité dans le 16e, et je disais des choses, je me faisais engueuler par le parti, vous voulez pas que je vende le parti, parce que je disais des choses qu'il fallait pas dire. Voilà, j'étais à la Sorbonne, quand Sartre est venu, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, il a parlé pendant 1 heure, et il y a un type déguisé en ouvrier qui a posé une question très intellectuelle, bon, enfin, voilà, donc, ah oui, c'était fabuleux. Moi j'étais derrière, j'ai posé, mais j'aurais dû me mettre devant. Voilà, donc tout ça pour dire que, effectivement, je suis d'accord, il y a eu on causait dans tous les coins de rue, tout le monde parlait. Bon, mais c'est vrai que la révolution ne pouvait venir que d'une organisation structurée, organisée. Il n'y en a pas. Enfin, il y en avait une. Il y en avait une. Pour moi, actuellement, elle est chez Asselineau. Bon, je suis chez Asselineau parce que je pense que c'est une ouverture. Mais je suis plus, j'abandonne le Parti communiste. Bon, j'ai encore ma carte, mais je ne paye plus mes timbres parce qu'il est mort, enterré, et puis il est complètement réactionnaire. Bon, mais il faut bien être quelque part. C'est pour ça qu'avant de découvrir Asselineau, j'y étais. Bon, donc je pense que c'est ça, c'est qu'un tournant de l'histoire, comme après la Commune, qui est une catastrophe absolue au niveau technique, puisque 20 000 morts, mais moralement formidable parce que c'est l'avenir du monde qui est de la classe ouvrière qui s'est dressée et qui a géré magistralement pendant 70 jours voilà, un territoire, 70 ans Lénine, et puis maintenant 70 siècles, bon l'avenir, mais le mouvement ouvrier... voilà, Engels résume, c'est la dictature du prolétariat. Voilà, absolument. Non, moi je dis pas, je dis l'avenir est entre les mains de la classe ouvrière, je traduis autrement. Mais en tous les cas, je dis simplement, il n'y avait pas de structure. Alors, il y a eu des spontanéités, etc., de tous les côtés. D'ailleurs, les grèves, c'est parce qu'il y avait la CGT, il n'y aurait pas eu de grève autrement. Bon, et je veux dire, le mouvement ouvrier doit forger maintenant, et ça se passe ici, entre autres, un des rares endroits, forger, comme l'a fait Lénine et comme ont fait les communards, une théorie, et c'est pour ça que c'était très intéressant, ton témoignage de Nicole, il y a eu des prêtres ouvriers, etc., de ce contact qu'avait Marx. Le manifeste est en 1848, c'est la première fois qu'il y a des révolutions ouvrières qui descendent sur le pavé, non pas pour défendre la bourgeoisie contre la féodalité, c'est 1848. Bon, et Marx apparaît à ce moment-là, donc il faut effectivement forger je dirais, ce communisme de 3e génération adapté au monde, je dirais, industriel. De toute façon, tout le tiers-monde devient industriel, et nous on devient le tiers-monde, donc il n'y a pas de problème. Et ça demande de la réflexion, du travail, et bien sûr en contact permanent avec les... Voilà, moi je vois ça comme ça. 68, le Parti communiste, c'était épouvantable. Alors je vais dire un dernier mot. J'ai adhéré en 67, c'était des Staliniens. J'étais dans le 16e, il y avait Laurent Casanova, sa femme est morte à Ravensbrück, hein, donc des types remarquables, mais c'était le vieux Parti communiste de bolchevique. Et après on a eu le courant, avec Zarka, tout ça, programme commun, les opportunités. Alors ils ont fait un peu ils faisaient du bruit, mais c'était l'alliance totale avec les socialistes. Alors ça a donné une jeunesse, mais c'était un courant complètement social-démocrate. Bon voilà, c'est pour ça que des structures disparaissent. Voilà. Et il faut en créer des nouvelles. N'empêche, dans l'UPA, alors Kluskar, besoin d'un peu plus de démocratie, parce que c'est je termine quand même. Kluskar, effectivement, amène, par ses analyses, je ne le connais pas suffisamment, je l'ai rencontré, j'ai discuté une journée avec lui, mais c'est vrai qu'avec ses analyses de création de couches, alors c'est pas les communistes qui ont fait disparaître les petits commerçants, c'est les grandes surfaces, il n'y a plus de petits commerçants, il y en avait partout. Les paysans, c'est l'agroalimentaire, donc effectivement il y a des couches nouvelles qui sont, Kluskar l'explique très bien, le showbiz, les médias, le Club Med, c'est des couches moyennes, alors qui ne produisent pas, bien sûr, qui sont asservis au thème. Donc c'est toute une société a complètement disparu et il s'est créé autre chose. Alors un mot, tu as dit. Il faut travailler tout ça et je pense qu'effectivement que Kluskar nous amène des éléments, mais surtout il faut être sur le terrain. Des organisations. Je vais contextualiser un tout petit peu ce qui a été dit par Antoine à propos des organisations. Effectivement, il y avait une organisation, la CGT, le PCF, et d'un mot, je rappelle qu'en 69, les élections qui ont lieu, qui vont au départ de Gaulle, hein, qui vont amener Pompidou, puis quelques temps après Giscard, le PCF, à la surprise générale de certains, au moment où le PS faisait à peu près le score qu'il fait aujourd'hui déjà, avec la Dream Team Defer et Mendes France, fait 5%. Le vieux Stahl
avec son accent rocailleux, etc., FTP, etc., Duclos fait près de 22%. Il a failli être au deuxième tour. Donc vous imaginez, le PCF, en 69, c'est encore donc cette espèce de vaste organisation qui effectivement tourne un peu à vide pour les raisons que vient d'expliquer Antoine. Elle est quand même présente en 69. Et là-dessus, je vous rends la parole pour la conclusion. Oui, à moins qu'il y ait une autre question ou un autre commentaire, parce qu'on va passer quand même, on va conclure. En 68. Nous, on était donc anti-CGT, anti-PCF, et toi tu dis, je veux un peu les défendre. Non, c'était vraiment... Moi j'ai été en usine aussi. J'ai vu des mecs de la CGT, d'abord ils n'aimaient pas les émigrés du tout, ils ne les défendaient pas du tout. Et la CGT publiait des revues dans les langues étrangères, dans les langues de l'immigration. Alors j'ai vécu ce moment, il y en a pas mal qui ne savaient pas lire hein, non plus. Ils pouvaient faire des revues. Bon, bref. Tu as les affiches de la CGT où il dit patron, immigré français. Ils ne font pas la CGT, on n'est pas devenu comme ça anti-CGT, voilà. Comme ça, une idée qui me passe par la tête, tiens, je me réveille. Bon, c'est concrètement. Le PCF, il nous casse la gueule dans la sortie des usines. Mais c'était réciproque. Les gauchistes. Ah bah oui, la rupture soviétique, c'est un drame. Ça, voilà, mais... Alors, termine, laisse conclure Nicole, puis nos deux auteurs. On était sur le terrain quand même, hein, ils savaient très bien. Moi, il y a une cellule communiste à l'hôpital Cochin, je suis médecin par ailleurs, où on m'a embauché, j'allais dire, comme une usine. Où donc j'allais travailler, il y avait une cellule communiste, ils ont voulu me vider, pas me faire embaucher. Et ça, c'était en 72, oui, c'est ça, quand je suis rentrée embauchée. Les années... C'était un parti répressif et anti-immigré, il faut le dire. Enfin, moi, dans mon usine, c'était ça. Bon. À cette époque-là, j'ai dit. À cette époque-là. C'est pas parce que tu as rencontré des ouvriers comme ça. Bon, c'est de son témoignage. Il faut. C'est important, à la lumière de ce témoignage, et cette fois je vais laisser conclure, de rappeler quand même, une fois pour toutes, que le seul résultat concret dans l'ordre du progrès social, en particulier pour les ouvriers, la classe ouvrière explicitement, c'est... Et les conditions qui ont permis qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait des grèves, ce que vous saluez, c'est parce qu'il y avait cette organisation stalinienne, diront certains, mais quand même qui était une représentation politique qui était capable de relayer des luttes. C'est ça qui comptait. Et qui l'a fait. C'est là que ça se passait. Le mouvement s'est arrêté parce que Pompidou, qui avait oublié d'être con, a dit au patronat de l'époque, c'était le CNPF, ça s'appelait pas encore le MEDEF, il leur a dit, vous fermez votre gueule, vous acceptez tout ce que Segui vous met sur la table. C'était des accords qui n'ont pas été formalisés tout de suite, mais toutes les revendications qui avaient été amenées, je vais vous dire, vous en faites la liste aujourd'hui, quand vous voyez la position défensive de reculade permanente, y compris ces derniers temps, où on recule même bien avant de 68, voire bien avant 46, avec Macron succédant à Sarkozy, Hollande et compagnie. Donc, à l'époque, c'était quand même pas la révolution abandonnée pour un plat de lentilles, parce que d'une part, on vient de vous rappeler que personne ne songeait en réalité à faire la révolution, sauf la révolution de ma bite, mon Prozac, etc., comme tout le monde s'en souvient, ceux qui l'ont vécu, et les témoignages le confirment. Et on n'a peut-être pas assez insisté sur le caractère absolument machiste et absolument pas féministe des gauchistes mâles. Tu pourrais en parler éventuellement. Mais le tien était un cas d'espèce quand même. Oui, le tien, il a quelques travers que tu lui reconnais, mais pas celui-là. Oui, donc, il faut rappeler que c'est pas du tout pour remettre en cause ton témoignage. Tout ça est dialectique, on n'est pas du tout dogmatique. Les aspects d'immigration ne se posaient pas du tout dans les mêmes termes. Quand même, il faut aussi contextualiser qu'aujourd'hui. Hein. La problématique d'immigration était complètement différente. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais je suppose que vous êtes au courant. C'était lié au boom industriel qui avait fait qu'il y avait une forte importation de main-d'œuvre immigrée, notamment maghrébine, par l'industrie française. Bref, donc la problématique était complètement différente. Il n'empêche qu'il y avait une problématique de cet ordre, et que, au-delà de tous les travers, des erreurs qui ont été faites par le PC à la CGT, je vous recommande encore une fois le livre de Christopherson,
sur les aspects idéologiques, politiques et autres, y compris du programme commun et du reste, il demeure que si on avait obtenu ce qui avait été obtenu à l'époque par le biais d'une convergence des luttes qui a réellement eu lieu, et elle a réellement eu lieu, entre autres choses, c'est pas la seule raison, mais c'est peut-être une des leçons qu'on peut en tirer, parce qu'il y avait, malgré tout, une organisation politique et syndicale structurée, efficace, bolchevique peut-être, stalinienne si on veut, mais qui a été capable de concrètement faire et obtenir ces choses-là. L'accord de Grenelle, mais pas les occupations d'usines, ils étaient contre au début. Non mais, encore une fois, je te parle du comment les luttes, la protestation populaire ont été relayées efficacement avec des résultats par des organisations syndicales et politiques qui existaient aujourd'hui. Rien de tel n'existe et c'est peut-être un des problèmes. Laissez pas rentrer les gauchistes dans les usines. Récupération. Là-dessus, je ne vais pas essayer de réconcilier les staliniens, les trotskistes, les maoïstes et compagnie aujourd'hui. C'est pas le but de la soirée. Mais tout ça, ça existait. Hein. Donc maintenant, le regard neuf de nos auteurs de ce soir, qui leur a permis de jeter une lumière et des illustrations parfaitement claires et éclairantes sur la chose. J'aimerais bien qu'on conclue par leur opinion sur tout ça, y compris peut-être les choses qui ont été débattues ce soir. En fait, nous, notre livre, je disais tout à l'heure qu'en 2008, on sortait de la campagne de Sarkozy dans une ambiance assez polémique. Et je pense que notre livre à l'époque, il était peut-être un peu en décalage parce que, effectivement, il essayait d'être assez factuel, d'être une synthèse des différents points de vue, des événements, avec aussi une synthèse des critiques qu'on peut faire de mai 68. Oui, donc voilà, comment dire, je pense que 50 ans après, encore une fois, on a un regard sans doute un peu apaisé là-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de révolution, mais il s'est quand même passé des choses assez fortes. Et voilà, du coup, je voudrais quand même te remercier pour l'invitation et pour l'échange qu'on a pu avoir. Et je suis ravi notamment d'avoir rencontré Nicolas. Et voilà, et je suis un petit peu inquiet par contre pour Alexandre qui va devoir faire des dédicaces. Ah oui, voilà. Non, c'est pas sûr, non, il n'y a pas de... On y passe tout de suite, donc il s'est pas beaucoup exprimé, mais il va le faire de manière extrêmement concrète dans un instant. Donc, merci. Je peux pas dire quelque chose? Oui, vas-y. Non, mais c'était leur conclusion. Mais merci à tous, bravo. Je vais essayer de m'entendre parole. Oui. Bon, je te l'enregistre, je le montrais avant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même et ce dont on parle, des acteurs historiques ont disparu d'une certaine manière. Le mouvement maoïste français s'est désintégré, le PCF s'est en partie aussi désintégré. Donc il faut faire la politique avec des concrets. Ce qui reste par contre, ça je suis pas d'accord avec mon camarade Antoine, ce qui reste c'est quand même un certain nombre de principes marxistes et léninistes. Comment on organise, c'est quoi le centralisme démocratique, comment on organise un parti. Et c'est sûr qu'un mouvement ouvrier conscient, enfin qui organise le monde du travail, ne peut pas se permettre d'être un parti bourgeois comme les autres, je ne suis pas d'accord, et de simplement participer à des élections, c'est pas vrai. Voilà. Bon, alors ça, tu inaugures les débats à venir, qui vont avoir lieu d'ailleurs également dans la librairie, donc c'est un autre débat, mais c'est bien d'avoir fait le lien avec la suite des événements. Donc merci Aymeric, bravo et merci à tous. Alors oui, il y en a surtout à la... L'important est d'être d'accord pour dialoguer et ensuite agir.